Je devais être minuit et je raccroche, j'étais avec une amie et pareil, on réfléchissait à sa situation, etc. Et je raccroche et je dis à mon mari, mais là, je vais me faire payer, c'est pas possible. Là, il est plus de minuit. J'en parle à une très bonne amie à moi et je lui dis, mais attends, tu sais, je me suis dit que je devrais vraiment me faire payer, je devrais en faire mon métier parce que c'est pas possible. Et c'est mon amie, justement, qui me dit, mais tout à fait, tu sais, tu devrais devenir coach. Et je lui dis, quoi? À l'époque, il y a encore 10 ans, coach, plein de gens ne savaient pas ce que c'était. Voilà. Bah, encore aujourd'hui, mais à l'époque, moi, je n'avais aucune idée de ce que c'était que coach. En tout cas, elle me dit, écoute, à Paris 8, à l'UFR de psychologie de Paris 8, ils ont un diplôme de coaching. Donc, tu devrais te renseigner. On était en février. Et donc, je me suis renseignée, j'ai vu le programme et je me suis dit, bah ouais, ça a l'air super intéressant. Ben oui, apparemment, je fais ça naturellement depuis que je suis toute petite. Je fais ça, mais je ne dois pas le faire très très bien. Si je veux en faire un métier, il faut que je me forme. Et donc, je me suis inscrite, j'ai mis un dossier et j'ai été acceptée et j'ai commencé. Voilà, et ça, j'ai commencé en 2014. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Les Brouillards, le podcast qui met en lumière les parcours inspirants, les stratégies pour réussir dans un monde en constante évolution. Vous savez, depuis déjà ces quelques années que j'anime cette émission, notre mission reste et demeure toujours d'apporter à nos auditeurs des perspectives uniques, des outils concrets pour relever leurs propres défis. Et aujourd'hui, justement, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Yowa Mukenzi, consultante et ex-coach. Je sais pas trop, elle va préciser tout à l'heure quand elle va se présenter. Donc, en stratégie basée en France, peut-être pas que, mais avec plus d'une vingtaine d'expériences. Donc, elle a accompagné des personnalités politiques, des dirigeants, des entreprises dans des décisions stratégiques majeures en aidant des professionnels à transformer leur carrière. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est pas juste un mot valise quand je dis coach ou alors ex-coach. Elle est certifiée par des institutions qui sont agréées, notamment le MBTI. Elle va nous en parler lorsqu'elle va se présenter. Et donc, elle utilise des approches comme la PNL pour libérer le potentiel de ses clients. Donc, dans l'épisode, on va explorer comment booster sa performance et sa carrière, développer une stratégie claire et efficace, utiliser des outils puissants comme la PNL, comme je disais tantôt. Euh, Avant tout ça, je te propose, ma chère Yoa, de te présenter succinctement. Succinctement, ça va être difficile. Tout d'abord, bonjour Guy, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de me recevoir sur ce podcast. Je suis donc effectivement donc Yowa Mukendi et je ne suis pas consultante. Comme quoi, tu vois, c'est compliqué. Je suis conseillère. Donc, et non pas ex-coach, mais dans ma pratique de conseillère, je fais aussi du coaching. Donc, bon, on va essayer de débroussailler tout ça. Donc, moi, j'accompagne effectivement des clients, principalement, pas que, mais principalement des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises, de plus en plus afrodescendants, africains ou afrodescendants. Donc, j'ai des clients dans beaucoup de pays, en Afrique, en France, mais aussi, je sais pas, aux Antilles, à La Réunion, j'en ai dans plein de pays. Et je les aide justement à affronter la dureté de la vie des dirigeants d'entreprise. Ce sont des personnes qui ont énormément de choses à faire et qui ont énormément de décisions à prendre et des décisions au jour le jour qui peuvent avoir un impact énorme sur leur entreprise, sur leur vie à eux aussi. Et donc, je les aide à prendre des décisions, à avoir une stratégie sur l'avenir, à affronter les problèmes qu'ils peuvent avoir, les aider à réfléchir. En général, on m'a dit un jour que j'étais comme un génie qui apparaissait quand on soupirait. Donc,
tu soupires, t'en as marre, ah j'en ai marre, ah je sais pas, j'y arriverai pas, je trouve pas la solution. Et mes clients m'appellent et on essaye de travailler et voilà, d'améliorer les choses. Donc moi je travaille, je suis dans ce métier-là toute ma vie en fait. Je me suis rendu compte un jour que toute ma vie j'avais été dans l'accompagnement, effectivement, que ce soit de personnages politiques, d'entreprises, d'entrepreneurs. Et j'ai accompagné, oui, hein, je ne pourrais pas dire exactement combien de personnes. Actuellement, j'accompagne une vingtaine de personnes. Et mon ambition, en fait, c'est d'accompagner les grands leaders africains de demain. Donc, comme je te le disais avant qu'on commence l'enregistrement, mon objectif à moi n'est pas d'avoir 10 000 clients, je n'aurais pas le temps, pas l'envie, mais plutôt d'accompagner quelques personnes, mais qui ont un potentiel énorme, qui ont le potentiel de transformer les choses, de changer, d'avoir un vrai impact pour les Africains, pas forcément pour l'Afrique, mais pour les Africains et les Afro-descendants. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, d'ailleurs, pour peut-être trouver la pépite, ceux qui vont vouloir vraiment transformer les choses. Donc moi, je travaille avec des personnes, en fait, qui ont une très, très grande ambition, beaucoup de motivation, et donc ils sont prêts à se dépasser, à se remettre en question, à accepter de changer, parce qu'ils savent qu'il n'y a qu'à cette condition-là qu'ils vont réussir plus tard. Yes, merci beaucoup pour la presse, Yoa. Je me permets de dédier cet épisode à Tanguy de Bangui, qui est la personne qui m'a fait te découvrir et qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est un entrepreneur, un super entrepreneur aussi basé en France, avec un petit peu ce que tu viens de décrire là, une vision assez globale, des ambitions démesurées, on peut le dire. On y travaille Euh, aussi. Effectivement, et c'est pas négatif hein, quand je le dis, c'est quelqu'un qui a un gros impact. Et puis, c'est lui qui m'a parlé de toi la dernière fois. On discutait pendant le podcast et il évoquait justement le fait que tu l'avais beaucoup aidé à transformer sa façon de penser et à mieux envisager ses projets perso et corpo, quoi. Oui, tout à Yes. fait. On parle depuis quelque temps avec Tanguy. Mais je Ouais. n'en dirai pas plus parce qu'une des caractéristiques du conseiller, c'est la confidentialité. Donc, tout ce qu'il te dit, il peut Effectivement. dire ce qu'il veut, mais moi, je m'arrêterai là. Allez regarder l'épisode et puis vous saurez ce que lui, il a bien voulu partager de son accompagnement. Donc, Yoa, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, si tu me permets, sur ton parcours, sur comment est-ce que tu en es arrivé là. Euh, Est-ce que déjà tu peux nous dire si toi, t'es né en France ou t'as immigré en France? Je suis née en France. Je suis née en France et mon père qui était en exil, mon père a une carrière politique en RDC, en Congo, euh, et il a été obligé dans les années 60, fin des années 60, à s'exiler, à partir la nuit en pirogue, à traverser le fleuve pour éviter de se faire tuer. Et donc moi, je suis née en France dans le 77. Enfin non, je suis née dans le 92, mais j'ai vécu dans le 77 toute ma vie. Et tu as eu un parcours. Est-ce que ton parcours était influencé justement par un peu ton papa? Est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait comme étude juste pour savoir un peu? Alors mon père a été en particulier un des premiers, le premier ou le deuxième, je ne sais pas, mathématicien diplômé du Congo. Euh, le Congo a été colonisé par les Belges et les Belges avaient comme stratégie de dire que les Congolais n'avaient pas besoin de faire des grandes études. Donc pendant très 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 longtemps, ils formaient les Congolais jusqu'à la 6e primaire, comme ils appelaient ça, la 6e en France. Et ils pensaient qu'il n'était absolument pas nécessaire, ni même, à mon avis, souhaitable, de former plus les, les Congolais. Du coup, les premiers diplômés congolais, les premiers qui avaient le bac, qui ont eu l'équivalent du bac à l'époque, et puis qui ont été
à l'université par la suite ont été, ça a été très, 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 très tard finalement par rapport, par exemple, aux anciennes colonies françaises où il y avait quand même, il n'y en avait peut-être pas beaucoup, mais il y avait quand même des personnes qui pouvaient étudier. Et donc, mon père a été diplômé de mathématiques. Donc, il m'a largement, comme mes frères et sœurs n'ont pas fait de mathématiques, il m'a un peu forcé, m'a bien influencé. Donc, moi, j'ai commencé. Alors, il m'a pas obligé, hein, mais bon, j'ai commencé. Influencé, Voilà, disons, rudement. rudement, voilà, en me disant, dès que je lui proposais autre chose, mais non, mais ça, c'est pas sérieux, mais non, mais ça, c'est rien. Non, mais de toute façon, mes enfants, il y a que les sciences qui sont importantes, tout le reste, c'est n'importe quoi. Et donc, j'ai commencé en faisant des études de mathématiques. Donc, j'ai mon premier diplôme, c'est une maîtrise de mathématiques pures. J'ai étudié à Paris 7. Et je l'ai fait sous la contrainte, donc ça n'a pas été un super bon souvenir. Et dès que j'ai trouvé la force de m'opposer à mon père, j'ai décidé de faire autre chose. Donc, par la suite, en fait, j'ai travaillé un petit peu. Je me cherchais, hein, parce que voilà, comme tout le monde, on se cherche quand on a été obligé pendant des années de faire des choses qu'on n'aime pas particulièrement. On essaye de trouver sa voie. Et Est-ce que le fait quand même que tu aies fait ces études scientifiques dans ta quête, dans ta recherche personnelle, tu avais quand même plus d'options que quelqu'un qui avait fait, je sais pas, plus dans la littérature ou un segment un peu moins. Généralement, c'est ce ce qu'on nous dit, va faire. Ça m'a certainement aidé parce que ça a guidé mes choix. C'est pas forcément que ça m'a aidé. Il y a pas d'études. Je veux dire, tu avais plus d'options parce que tu avais fait ça, ou alors tu aurais pu avoir également euh, la même quantité d'opportunités en ayant fait autre chose, quoi. Je pense qu'effectivement, ça m'a aidé par la suite. Ça m'a aidé par la suite. Mais je pense sincèrement, et c'est ce que je dis aussi à mes clients, c'est que si j'avais fait autre chose, j'aurais eu aussi des opportunités. Parce que tu as des opportunités qui s'ouvrent à toi et il suffit de les attraper. Enfin, il suffit. Il faut s'en emparer et avancer. Et tu peux arriver au même endroit que quelqu'un d'autre en ayant pris un autre chemin. Donc peut-être que aujourd'hui, peut-être que si j'avais effectivement étudié la littérature, peut-être qu'aujourd'hui, j'en serais pas au même point, mais je serais aussi conseillère, etc. Ce que ça m'a apporté de faire des mathématiques, c'est effectivement, alors tout d'abord un succès d'estime, hein, c'est-à-dire que quand j'ai terminé ma maîtrise de mathématiques et que j'ai cherché du travail, on m'a dit oh vous avez fait des mathématiques, vous allez être intelligente, c'est bien. Et je disais oui, bon, d'accord, ils vont me proposer un job, ben non, qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Vous savez rien faire, vous savez calculer, mais faire des intégrales du truc, ça ne sert à rien. Ah, bon, alors ça a été quand même un peu une douche froide, donc j'ai un petit peu travaillé. Et puis ensuite, je suis partie au Congo parce que à l'époque, mon père avait un poste là-bas, donc je suis partie travailler avec lui dans la politique. Donc c'est là que j'ai mis les premiers pieds dans la politique. Alors bien sûr, j'avais été élevée par un homme qui ne pensait que politique, donc je connaissais des choses, mais j'ai travaillé au cabinet du directeur de cabinet du président Kabila, mon père, lorsqu'il est arrivé en 97, en fait. Et donc, j'ai travaillé pendant un an. Tu n'étais pas politicienne, tu étais quelqu'un qui avait comme rôle d'accompagner des politiciens. Ce n'était pas toi qui étais au devant de la scène. Non, non, absolument pas. En fait, j'accompagnais, j'étais, tu peux dire, super assistante. J'étais un peu déjà conseillée, j'étais un peu bras droit, assistante, etc., du directeur de cabinet du président. Et donc, ça a été une expérience qui m'a beaucoup marquée. Parce qu'on est parti en 97 quand Mobutu est tombé. Tout le monde était plein d'espoir en se disant ça y est, c'est une nouvelle vie pour les Congolais, pour le Congo, on va repartir. Tout le monde voulait nettoyer les rues, se lancer dans changer tout. Il y avait un vent d'espoir, donc j'y suis allée avec la même idée. Et après un an, je suis rentrée en France complètement désillusionnée. Complètement dépitée et en me disant bon, si j'ai envie de faire quelque chose pour l'Afrique, c'est pas en faisant de la politique, c'est pas mon truc.
C'est pas comme ça que je fonctionne. C'est long et ça correspond pas à mes valeurs. En tout cas, la C'est quelque façon. chose que tu peux, c'est quelque chose que tu peux parler de ton expérience, ou du moins, est-ce que tu peux nous partager ce qui est partageable, des frictions que tu as pu rencontrer comme ça, de la lenteur, peut-être admin, ou peut-être de la difficulté de communication entre les différents peut-être services, je sais pas trop. Alors, c'était vraiment là au niveau politique. Alors, je vais pas te refaire une histoire, mais en 97, lorsque Kabila a pris le pouvoir au Congo, donc tous les anciens, toute l'administration de Mobutu, qui était déjà plus trop en bon état, est partie. Et donc, il y a énormément de gens qui sont arrivés, tout le nouveau gouvernement, etc., qui est arrivé, et il n'y avait rien. Il n'avait jamais été au gouvernement. Il ne savait pas comment il fallait faire. Donc ça a été déjà assez difficile. Il a fallu travailler de briques et de broc, trouver des machines à écrire, trouver du mobilier, etc. Donc ça, c'était pas très simple. Donc moi, j'étais en particulier en charge de m'occuper justement du fonctionnement du cabinet parce que voilà, les personnes qui étaient là étaient très volontaires, mais n'avaient pas forcément Bonne une grande formation. expérience, la formation qu'il fallait, etc. Mais c'est pas tellement ça qui m'a découragée. Ce qui m'a découragée, c'était les guerres intestines, c'est-à-dire les guerres entre les différentes factions au sein même de Du même l'État. mouvement, quoi. Voilà. Faut pas oublier que Kabila était accompagné par les Rwandais à l'époque, que les Rwandais voulaient prendre la mainmise et que quand tu arrivais en tant que Congolais, tu étais ostracisé. Bon, c'était des guerres intestines, on a essayé de nous empoisonner, c'était quelque chose de tout sauf constructif. C'était des guerres de pouvoir et très souvent, quand tu fais de la politique, l'objectif premier des personnes, c'est d'abord le pouvoir. Je veux avoir du pouvoir, je veux être riche, bon, je veux avoir du pouvoir, je veux dominer l'autre. Et en second plan, peut-être, tu vas avoir, je veux développer le pays, etc., etc. Et ça, c'est très frustrant parce que tu passes un an en te disant, j'ai quitté l'Europe, je vais aller construire un nouveau Congo. Bon, j'étais jeune à l'époque, hein, donc évidemment, j'avais plein d'illusions. Et puis, tu repars au bout d'un an en te disant, bah non, en fait, rien n'a vraiment changé. Et il a fallu de très nombreuses années pour que les choses commencent à changer, justement. Et du coup, Est-ce que, Mhm. dis-moi, non, dis-moi. Moi, je voulais demander, est-ce que quand tu pars après les 1 an, dans ta tête, c'est no way, plus jamais, ou alors il faut que je réfléchisse à faire autrement, j'ai pas dit mon dernier mot. Je me suis dit, si je veux essayer d'aider l'Afrique, le Congo, disons déjà, l'Afrique en général, euh, ça sera plus en agissant sur le côté économique que sur le côté politique. Je laisse ça à d'autres. Moi, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris à parler avec des politiques. J'ai appris à comprendre comment ils réfléchissaient. J'ai observé et appris beaucoup de choses. Mais je me suis dit, si moi je veux faire quelque chose d'un peu concret, je veux quelque chose de concret, ça va être plutôt par l'économie ou par l'entrepreneuriat, l'industrie. Et donc, en revenant du Congo, je suis retournée aux études et j'ai étudié, j'ai fait un Encore? oui, j'en ai jamais assez, tu verras, je l'ai encore refait après. Je suis retournée aux études et j'ai fait un MBA à HEC. Donc, j'ai passé 18 mois à jouer en Alsace à HEC. En me disant, je vais apprendre, voilà, ce que c'est que l'économie, parce qu'encore une fois, les mathématiques, c'est bien beau, mais c'est très conceptuel. C'est pas très pratico-pratique. Donc là, ça m'a permis de comprendre comment on gérait une entreprise, comment on manageait, comment on faisait la stratégie, ce que c'était que le marketing. Moi, quand j'ai mis les pieds, le premier jour, je n'avais aucune idée de ce que c'était que le marketing. Moi, je pensais que c'était, on fait des dessins pour faire de la publicité, tu vois. Donc, j'étais vraiment très, très loin. Ça m'a permis de tout apprendre, de tout comprendre. Et à la suite de mon MBA, je me suis fait embaucher chez BNP Paribas en corporate finance, en fusion-acquisition, en fait. Donc, j'ai travaillé 3 ans à faire des fusions-acquisitions. Et
Tu peux faire une pause là-dessus? Ça consiste vraiment concrètement. On entend tout le temps fusion, acquisition, build-up, rachat. Concrètement, c'est quoi? Enfin, tu avais un poste de responsabilité ou tu étais juste Ah un non, maillon? j'étais encore jeune. Non, non, je suis rentrée comme une, comme on disait, associate au début. Je passais senior associate et après je suis partie. Fusion-acquisition, qu'est-ce que c'est? Si tu veux acheter quelque chose, tu peux le faire tout seul parce que c'est pas compliqué. Tu vas acheter une machine à laver, déjà, tu vas commencer à demander à quelqu'un de te conseiller. Si tu veux acheter une maison, il y a des gens qui vont t'aider. Quand tu veux acheter une entreprise, tu as besoin de beaucoup de conseils, de gens qui vont t'aider à acheter cette entreprise. Donc, il faut la valoriser. Comment est-ce qu'on valorise une entreprise? Il faut regarder ce qu'elle produit, il faut faire des projections sur le long terme, il faut faire plein de calculs pour essayer de trouver euh, le chiffre d'or, hein, celui auquel tu vas acheter l'entreprise. Et puis, il faut vérifier que tous les chiffres et que tout ce que les informations que l'entreprise te donne sont justes. Il faut faire un contrat, vérifier que tout va bien. Il faut voir comment tu vas valoriser l'entreprise, etc. Et puis, c'est la même chose si tu veux vendre. Les grandes entreprises, elles ne vendent pas tout seules. Tiens, je te vends ma filiale. D'accord. Et donc, fusion-acquisition. Donc, acquisition, c'est si tu veux acheter. Fusion, c'est si vous devez fusionner, c'est la même chose. Si deux entreprises veulent fusionner, s'il y en a une qui vaut beaucoup plus que l'autre, ça va pas se faire de la même façon que si elles valent la même chose. Donc, il y a tout un tas de travail et puis de calculs à faire. Ça peut prendre des mois, hein, parfois. Et donc, je travaillais là-dedans. Moi, quand j'ai quitté le MBA, je me suis dit, je veux travailler sur l'Afrique. Donc, je me suis dit, je veux travailler sur les marchés émergents. J'ai cherché les boîtes qui C'est faisaient ça. possible de négocier ça? D'arriver comme ça, de dire, moi, j'aimerais que vous me mettiez, enfin, j'aimerais bien bosser sur tel type de sujet. Ah, Donc, alors, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Il y avait un salon où toutes les grandes boîtes, toutes les grandes banques, je sais plus, moi, parce que moi, j'ai fait option finance. Donc, il y avait les banques, il y avait les KPMG, il y avait toutes les boîtes d'audit, etc., qui étaient là. Et je suis allée à chacun des stands en disant, est-ce que vous avez un secteur marché émergent? Est-ce que vous travaillez sur les marchés émergents? Et il y en a trois qui avaient à l'époque, en tout cas sur le stand, il y avait Crédit Agricole Indo-Suez, il y avait Société Générale et il y avait BNP Paribas. Et donc, il y avait quelqu'un sur le stand qui m'a dit, mais oui, je vois, oui, oui, tout à fait, je sais, je les connais pas bien, mais je sais, et voilà un tel, contacté, etc. Et donc, j'ai envoyé mon CV en disant, voilà, moi, j'aimerais, voilà ce que j'ai fait dans ma vie, voilà ce que je veux, voilà qui je suis. Et il m'a contacté en me disant, bah oui, on peut travailler chez ton vous. projet était clair dès le départ. C'était pas, je vais rentrer et puis, sous un malentendu, je peux trouver, on peut m'orienter vers une activité dans le secteur des marchés émergents. C'est upfront. Je veux Oui, bosser dans les marchés émergents. Donc, je veux aller directement matcher avec la boîte qui va directement m'offrir le type de secteur dans lequel j'aimerais bosser, quoi. exactement. L'idée, c'est d'avoir une stratégie, de dire où est-ce que je veux être dans 5 ans ou qu'est-ce que je veux faire plus tard et comment je vais faire. Si je veux travailler, moi, mon idée, c'était je veux aider l'Afrique et je veux l'aider d'un point de vue économique, enfin, plus concret que la politique. Enfin, il y avait plusieurs choix hein, qui s'offraient à moi. Je me suis dit, en travaillant sur les marchés émergents en fusion-acquisition, ça peut être peut-être quelque chose qui est intéressant à faire. Yes. Pourquoi? Parce que dans les marchés émergents, alors, oui, parce que ça va me permettre d'allier les différentes choses que je veux. L'idée, c'est pas de faire une chose au détriment d'une autre, mais c'est de se dire qu'est-ce que je peux trouver comme solution qui allie les deux. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est un bon schéma. Donc, j'ai cherché, j'ai eu de la chance, j'ai tout de suite trouvé. Également parce que ça matchait bien. Tu l'as provoqué un peu quand même. Oui, c'est ça, en fait, ça matchait bien. Si les personnes, tu arrives à les convaincre, tu leur dis, voilà, moi, je suis motivée, je sais pourquoi je suis là, je suis pas là juste pour l'argent ou ça peut matcher et j'ai été prise. Alors, Ok. ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fusion-acquisition dans les marchés émergents, très souvent, ce sont des privatisations, en fait. C'est-à-dire, Ah, c'est en gros l'État qui privatise à une entreprise. Donc, il vend. Donc, ce sont des dossiers qui sont énormes. Ce sont
Ce sont des choses qui prennent des années et des années. Et c'est Pose très des intéressant. illusions. Alors, c'est très intéressant. Ça m'a permis de travailler avec des gouvernements, des personnes très intéressantes. Alors, j'ai pas fait que l'Afrique. Hein. J'ai travaillé sur les marchés émergents. Donc, j'ai travaillé, moi, principalement sur l'Afrique et j'ai travaillé un petit peu en Europe de l'Est, mais principalement en Afrique. Donc, j'ai travaillé avec des gouvernements qui voulaient voilà, vendre, enfin privatiser, il faut les aider, il faut comprendre, etc. Mhm. Ça ne m'a pas plu, encore une fois. Au bout de 3 ans, j'en ai fait le tour un petit peu. Et puis surtout, moi, j'y allais en me disant peut-être que ça peut aider parce que c'est vrai que l'électricité, c'est une catastrophe. Peut-être que si on fait passer ça si on privatise, ça sera mieux géré, etc. Et puis, on se rend bien compte au bout de 3 ans que finalement, c'est pas si simple que ça et que les intérêts du privé ne sont absolument pas le bien-être de la population, mais leurs propres bénéfices. Donc, et puis tu travailles quand tu es en fusion-acquisition. Moi, j'ai travaillé avec des personnes qui ne pensaient qu'à leur prime de fin d'année. Et leur seule motivation dans la vie, c'était oui, on va gagner ce deal, comme ça, on aura de l'argent, etc. Et c'est pas ce qui m'intéressait. Donc, Toi, tu réussis avec le recul est-ce que tu penses que le privé et l'État, ben, qui devraient pas forcément, que le privé c'est le privé et l'État c'est l'État, quoi. alors, je pense que c'est intéressant alors, je n'ai plus travaillé sur ça depuis longtemps, hein, mais je pense Mm. que c'est intéressant de faire des partenariats État et privé parce qu'ils ont chacun leur champ de compétences. L'État peut avoir un œil sur le bien-être commun, nous, ce qu'on veut, c'est ça, et puis obliger, par exemple, le privé à suivre certaines règles qu'il ne suivrait pas s'il était tout seul, parce que c'est pas comme quand on voit même en Europe où, par exemple, on dit en France, il faut continuer à avoir des vols vers telle ou telle ville en France, alors que c'est absolument pas Utile. rentable. Mm, mm. C'est pas rentable, mais c'est le service public. Donc, l'État doit quand même être là pour préserver le service public. Et donc, tu as des façons assez intelligentes de le faire. Par exemple, quand l'État veut privatiser l'électricité, il dit pas tenez, donnez-nous de l'argent et prenez tout. Il veut faire par exemple des concessions en disant vous avez le droit pendant un certain nombre d'années de gérer l'entreprise, mais l'entreprise reste à nous. Ou bien il va essayer de faire du 51-49%. Tu vois, c'est pas Ouais. assez. Et c'est justement pour ça que pour trouver la bonne formule, quelque chose qui va marcher, et ils ont besoin, alors il y a des juristes, il y a des techniciens, il y a des conseillers, des financiers, etc., pour essayer de trouver quelque chose qui va fonctionner. Yes. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, ça dépend. Ok. Donc, tu n'étais pas hyper satisfaite de cette première expérience-là. Du moins, tu as des choses que tu as aimées, mais tu n'étais pas complètement satisfaite. Et puis, j'imagine que là, tu as dû aller dans un truc un peu plus gros. Parce que Après, sur ton LinkedIn, j'ai vu la World Bank Group. Donc, je me dis peut-être c'est dans la même structure, dans la même psychologie. Peut-être comme ils sont plus gros, comme ils sont plus globalisés, peut-être tu serais à même de plus impacter. oui, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Pour être tout à fait honnête, c'était un autre temps. On était en 2003 à peu près. C'était un autre temps pour les femmes. Et en particulier, j'ai eu un enfant et quand je suis revenue, on m'a virée. Enfin, on m'a pas virée. Attends, de la BNP ou de... Enfin, BNP Paribas. Voilà, ah BNP ouais. Paribas. En fait, non, on m'a pas virée, c'est pas vrai. Mais quand je suis revenue de mon congé maternité, mon N+1 m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là Enfin, de toute façon, tu peux pas rester. Il faut que tu cherches autre chose. Maintenant que tu as un enfant, tu vas plus vouloir Rappelé à voyager. 100%, ouais. Tu vas plus être à 100%. Alors aujourd'hui, ça, Avant, il n'y évidemment, avait pas encore tout ce qu'on a mis en place là, les congés mat, et apparemment, tout. non. C'était vraiment une autre époque. Hein. Il fallait se battre. Hein. C'est C'est quand que je c'est rappelle. récent en fait ce qu'on voit à la télé. Enfin, moi, je ne sais pas trop comment moi, j'étais pas en Europe, mais j'ai l'impression que c'est récent, toutes ces Ah règles oui. qu'on a mis en place. Ah Ok. oui. Ah non, mais de
tout ce qui était le harcèlement sexuel en entreprise, voilà, ça j'ai vécu, j'en ai des milliers d'histoires à raconter, des discriminations, etc. C'était ah oui, il y a encore 20 ans, c'était chaud. Hein. Moi, je dis, il y a eu un bon boulot qui a été fait quand même pour protéger les gens. C'est pas parfait, les femmes sont toujours moins payées que les hommes, etc. Mais ça n'a rien à voir avec. Je lis entre les lignes, ils t'ont pas dit de partir, mais ils t'ont quand même mis dans une position où il fallait que tu partes. Ah, il m'a dit clairement, mot pour mot, tu dois partir du service, tu dois partir de l'équipe, en fait, parce que tu ne serviras plus à rien. Il m'a pas dit, je te vire de cas, mais il m'a dit, trouve autre chose au sein de la banque. Et moi, ça m'intéressait pas, parce que moi, je voulais faire travailler pour l'Afrique, donc je n'allais pas aller chez BNP Paribas, faire de la banque de détail en France, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai parlé à mon patron, celui avec lequel je travaillais, qui m'a dit mais non, mais t'es mon meilleur élément, mais il a rien compris, il faut absolument que tu restes, je vais aller me battre. J'ai réfléchi, sur le coup j'ai eu un choc bien sûr, mais j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de me battre? J'aurais pu rester si je voulais, parce que la personne avec qui je travaillais, on s'entendait bien, on travaillait bien ensemble et il me valorisait, il m'estimait. Et je lui ai dit non, écoute, je veux pas rester dans un endroit où en fait j'ai pas envie de mettre, voilà. Ça sera trop tendu tout le temps. Oui, et puis finalement, j'ai pas envie de me battre pour ce boulot parce que finalement, je ne l'aime pas tant que ça. J'avais fait un peu le tour, je me suis dit non, bah finalement, j'ai pas envie. Donc il était un peu désespéré, enfin, il était un peu dépité, on va dire. Mais je me suis dit bah écoute, je vais trouver autre chose, je vais prendre mon temps. Et c'est là que je suis entrée à la Banque mondiale. Donc j'ai été recrutée pour travailler au conseil d'administration de la Banque mondiale. Tu as eu un Donc, petit peu peur de pas trouver un truc où tu savais que tu étais confiante de j'ai le profil, j'ai les compétences, donc c'est juste une question de tomber sur un truc qui me chauffe, quoi. Tu as eu un petit moment de ah ouais, ça se trouve, tu as peut-être je peux trouver toujours, le boulot. t'as toujours du doute, tu as toujours peur, mais c'est ce qui est intéressant parce que c'est ce qui fait que tu vois, que tu te dépasses et que tu te dis, bon là, il faut que je m'y mette, ça va pas être simple. Quand tu es trop confiant, parfois, tu te laisses aller, puis à un moment, tu te dis, bah non, je comprends pas, personne n'est venu me chercher. Moi, je me suis dit, personne viendra me chercher, donc il faut que je trouve. Et en fait, on est venu me chercher. Je m'y attendais Ah, pas c'est du eux tout. qui sont venus te débaucher. Ah, trop stylé. On est venu me chercher. Alors, c'est encore toute une histoire, mais T'es parti là-bas ou tu bossais en remote, non, je enfin, suis depuis partie là-bas. Je suis partie là-bas avec mon mari, mon fils, et on est parti à Washington. Et C'était chaud, tu as pu convaincre tout le monde aussi. oui, 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 ça n'a pas été compliqué. Bon, mon fils avait 1 an, donc lui, il n'a rien dit. Et mon mari, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dit qu'on essaye l'aventure aux États-Unis? Et il m'a dit, bah oui, c'est une opportunité qui ne se rate pas. Donc, il a démissionné, on est parti. Et on est resté encore une fois 3 ans à peu près. Ouais. Et Qu'est-ce que là, mon tu rôle, c'était, tu vois, j'étais consultante quand j'étais chez BNP Paribas. Et là, j'étais conseillère quand j'étais à la Banque mondiale. Donc, voilà, j'étais conseiller d'un des administrateurs de la Banque mondiale. Grosse expérience, tu as quand même fait à peu près 3 ans. Qu'est-ce que tu en as tiré de cette… Comme un peu dans tous mes jobs, hein, au début, c'est hyper intéressant, j'apprends plein de choses. Puis au bout d'un moment, bon, je vois le côté négatif et voilà. Alors, qu'est-ce que je faisais là-bas? Qu'est-ce qu'on faisait? Quel était notre rôle? Donc, la Banque mondiale, son rôle, c'est de prêter de l'argent au gouvernement pour des projets dans le pays. Donc, par exemple, pour refaire les réseaux électriques, pour financer, voilà, tu vois, des infrastructures, etc. Et donc, bien évidemment, lorsqu'il faut prêter, il faut que le conseil d'administration, la tête de la Banque mondiale, soit d'accord. Donc, il faut voter. Sauf que des projets, il y en a 10 par semaine. Donc, les administrateurs, les vrais administrateurs de la Banque mondiale, les actionnaires de la Banque mondiale, ce sont les États, les pays. En général, selon les pays, ça peut être le ministre des Finances, le ministre de l'Économie. En général, ça se passe comme ça. Bon, et bien évidemment,
le ministre, il n'a pas que ça à faire, le ministre français, par exemple, il n'a pas que ça à faire que d'être à la Banque mondiale tous les jours en disant oui, on veut bien financer les égouts de Calcutta, ou on veut bien financer le chemin de fer au Congo, etc. Du coup, les pays, les ministres, une ou deux fois par an, viennent dans des grandes assemblées générales où ils vont réfléchir, ils vont voter les grandes stratégies, etc. Mais au jour le jour, il y a ce qu'on appelle des administrateurs qui sont nommés par les pays pour justement voilà, faire tout le travail de la stratégie et de la Banque mondiale. Alors, il n'y a pas autant d'administrateurs qu'il y a de pays, parce que ce serait infernal, hein, il y aurait 200 administrateurs, ça serait une grosse machine à gaz. En fait, chaque pays détient un pourcentage de la Banque mondiale, un pourcentage de vote, en fonction de son poids financier. Voilà. Donc, par exemple, les États-Unis à eux seuls, à la Banque mondiale, je ne sais pas, ils doivent avoir 17-20% des votes ou 25%, je ne sais plus du tout, des votes. Et puis, un pays comme la Centrafrique ou le Cameroun, il a 0,04%. Donc, on ne va pas mettre un administrateur qui va voter à tous les trucs 0,4%. Donc, il y a des agrégations qui se font. Et en fait, on a 24 administrateurs avec un administrateur qui peut représenter un pays ou plusieurs pays. Il y avait à l'époque un administrateur qui représentait la France, un autre, il me semble, il y en avait un qui représentait les États-Unis, un autre l'Angleterre. Enfin, tu vois, il y avait les grandes puissances, il y en avait un pour la Chine, un pour l'Inde, gros pays. Et puis, les autres pays, je sais pas, la Belgique, la Hongrie, le Congo, eux, ils se regroupaient à plusieurs. Donc, tu peux avoir un administrateur qui allait représenter plusieurs pays. Moi, je travaillais pour l'administrateur qui représentait 24 pays africains. Wow. Globalement, les 24, les pays francophones, disons. Il y avait trois administrateurs. Il y avait un administrateur qui représentait les pays du Maghreb, du Nord, un administrateur qui représentait globalement, plus ou moins, à quelques exceptions près, les pays anglophones, et un qui représentait les pays francophones. Moi, je travaillais avec celui qui représentait les pays francophones. Et donc, le rôle, mon rôle, c'était de lire les documents, parce qu'il y avait des tonnes et des tonnes de papiers à l'époque, de lire les projets qui étaient importants et de pouvoir donner son avis et dire si oui ou non on vote ou si on ne vote pas. Donc ça, c'était le travail un peu récurrent. Et puis aussi, quand ils proposaient certaines structures de la Banque mondiale, que ce soit la SFI, la MIGA ou la Banque mondiale elle-même, proposaient leur stratégie, il fallait parler et dire si oui ou non on était d'accord. Yes. Donc c'était intéressant parce qu'encore une fois, j'ai appris énormément de choses. Mais là encore, assez grande déception. Parce que quand tu représentes un pays d'Afrique, tu représentes 3% à 24 pays, tu représentes 3%. Que tu votes ou que tu votes pas, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Parce que, les seuls qui ont vraiment un pouvoir de faire changer, de peser, etc., ça va être les grands, les Américains. Et puis, ce qui était encore pire, c'est qu'en fait, lorsque tu as deux types de pays, tu as ceux qui donnent et puis ceux qui reçoivent de l'aide. D'accord ? Donc, quand tu es un pays qui reçoit de l'aide, tu ne peux pas te permettre de voter contre un projet. Parce que si moi je vote influençable en fait. Je ne sais pas en Afrique, je ne sais pas dans quel pays, le lendemain, s'il y a un projet dans mon pays, l'autre va voter contre moi. Donc, de toute façon, au pire, ce que tu peux faire, c'est dire oui, bravo, ou si vraiment tu n'es pas d'accord, tu te tais. Bon, donc tu fais ça, 1 an, 2 ans, tu es hyper bien payé, tu as un niveau de vie incroyable, tu as une vie de rêve, hein, tu as le meilleur des États-Unis et le meilleur de l'international, tu ne payes pas d'impôts, c'est super, mais au bout de 3 ans, je me suis dit bon. Ah, comment ça se fait que tu ne payes pas d'impôts? Parce que tu es expat ou... Parce que tu es fonctionnaire international. Ah, d'accord. Donc, étant fonctionnaire international, c'est net d'impôts complètement. Donc, c'est plutôt sympa. Personne, que ce soit les États-Unis ou la France, personne ne prend rien. Ouais, non, personne. Personne ne prend. Ça, je ne savais pas. Non, je peux te dire que ça fait que ça. Oui. Bon, donc. Mais tu m'étonnes qu'ils n'ont pas envie de quitter leur poste là.
bah, il y avait dans mon bureau, il y avait des personnes qui étaient Des là mandats depuis qui des sont limités années. ou vraiment tu peux rester là à vitam aeternam? Alors, ce poste-là, d'être au conseil d'administration, c'est des postes politiques, c'est nommé par les États, donc c'est eux qui font leur tambouille, tu vois, qui décident, voilà, Ouais. les règles, etc., etc. Alors, ça Mhm. dépend. Il y a certains bureaux où tu pouvais faire qu'un an, puis d'autres bureaux où tu restais très longtemps. Dans les pays africains, enfin, dans les bureaux des administrateurs africains, pour trouver des personnes qui pouvaient lire l'anglais, qui pouvaient parler, Mhm. etc., il n'y en avait pas tant que ça, etc. Donc, Ouais. bon, on était un peu. Il y en a certains qui étaient là depuis 10, 15 ans, qui Mhm. attendaient sagement leur retraite. Euh, Waouh. bon, c'était un peu, pas une planque. Mais c'était pas pour toi ça peut être quand même hyper facile de dire, bah, au pire, je reste là, je gagne bien ma vie, je gagne très, très bien ma vie, et puis je suis dans l'une des plus grandes capitales du monde. Je crois que c'est Washington, c'est là où t'étais, ça? Ah ouais, Washington. Parce que, Euh, comment t'as réussi à t'auto, ben, en fait, la question ne s'est même pas posée, c'est-à-dire que ce qui s'est même passé à financièrement? l'époque, l'argent n'est pas forcément la chose qui me motive en premier. Et puis quand tu as de l'ambition, tu te dis, bah, c'est pas grave, j'aurai de l'argent autrement. Tu Mhm. vois, donc, bon. Non, je me suis dit, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas. Quand ça t'intéresse pas, le jour où je me suis dit, voilà, ce qui s'est passé, c'est que un jour, je me suis réveillée, j'ai regardé mon emploi du temps et je me suis dit, oh, aujourd'hui, il n'y a pas de conseil. Ah, aujourd'hui, il n'y a pas, ah, c'est une bonne journée. Et je me suis dit, attends, si tu es dans un job Ouais, où une ça, c'est bonne pas dit. journée, c'est une journée où tu vas pas, enfin, c'est que c'est pas fait pour toi. C'est que tu vas pas faire ça. Moi, j'étais encore jeune, j'avais, je sais pas, moi, 30 une trentaine d'années. Donc, non, je vais Ouais. pas, c'est pas possible. Je vais pas tenir 20 ans comme ça. À quoi je sers? Quel impact j'ai dans la vie? Non, pour moi, c'était absolument impossible. En plus, quand tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne le fais pas, tu le fais pas bien. Donc, t'as pas Mhm. une bonne image de toi-même. C'est Quand vrai. quand tu aimes ce que tu fais, tu es prêt à en faire, tu t'en fais, puis même en dehors du boulot, tu travailles, tu vois, tu lis, tu Mhm. t'intéresses. Quand tu n'aimes pas ou quand tu te dis, tiens, ça m'intéresse pas des masses, bah, tu vivotes. Et puis, bah, quand tu as une certaine estime de toi, tu te dis, mais non, je vaux mieux que ça, enfin, je veux pas. Et puis, de toute façon, mon apport n'est pas très important et j'étais pas bonne. J'étais pas bonne du tout. Pas bonne du tout. Alors, il y a des gens, Tu te j'ai récemment. considères pas bonne ou le système n'était pas adapté pour que tu puisses justement t'exprimer à ton plein potentiel? C'est une, Le but, c'est pas de remettre la cause sur l'autre, hein. C'est vraiment je pose la moi, question pour avoir une appréciation de toi-même sur le système dans sa globalité, quoi. non, je pense qu'il y a des gens qui s'épanouissaient, qui faisaient des choses qui leur plaisaient. Moi, je pense que c'était pas mon truc, vraiment. Mm. Et c'est important de savoir, tu as des choses qui te conviennent, en fait. Tu as une personnalité avec des points forts, des choses que tu aimes faire naturellement et des choses qui sont pas, c'est pas ce que tu aimes. Donc, quand tu vas te mettre dans un job, moi, à chaque fois, c'est moi qui ai dit, je veux faire ça. Et puis, une fois que j'étais dedans, au bout de 2, 3 ans, je me disais, mais quelle erreur. Enfin, Mm, c'est pas mm, une mm. erreur. J'ai appris énormément et ça m'a permis de faire autre chose. Mais au bout de 3 ans, je me dis, non, bah, finalement, c'était pas vraiment ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver ce que j'aimais vraiment faire. Et quand j'étais à la Banque mondiale, au bout de 3 ans, je me suis dit, mais non, non seulement je m'épanouis pas, en plus, enfin, je m'ennuie, je commence à avoir une vraie mauvaise image de moi-même parce que je vois bien par rapport à d'autres que je fais enfin, pas le minimum, mais tu vois, voilà, je vivote. Et puis en plus, en prenant cette place-là, j'empêche quelqu'un de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dynamique de faire ça en fait et d'avoir un vrai impact. Donc, Mm, mm. j'ai dit bon bah j'arrête, je démissionne, je m'en vais. Et je J'ai suis une rentrée. question elle peut paraître abstraite, mais quand tu le dis comme ça a l'air simple, mais j'ai l'impression que c'est tout un mécanisme de fermer l'extérieur et rentrer à l'intérieur pour regarder tout ce que tu es en train de dire là et accepter que ouais, ça, c'est pas ça, ça, c'est ça et tout. Comment est-ce que c'est possible de le faire? Parce que c'est beaucoup plus facile comme ça de se mentir même à soi-même, tu vois, de faire comme si bon, ça va, tout le monde le fait. Donc, J'ai envie de dire que oui, tu peux te mentir pendant un certain temps
Et puis, je sais pas, le jour où tu vas au boulot le matin et que tu te mets à pleurer, par exemple, tu te dis non, là, je peux pas me mentir, il y a quelque chose, tu vois. Et quand oui, il arrive un moment où tu te dis non, ça va vraiment pas. Après, ça va dépendre de toi. Est-ce que tu peux faire le diagnostic? Ben, ça ne va pas, je suis pas heureuse dans ce métier, ou je me sens pas, tu vois, très performante, ou très utile. Mais j'ai quand même envie, c'est une bonne planque, ça va me permettre de donner une bonne éducation à mes enfants, et choisir quand même, tu vois, d'y rester. En te disant, après, c'est toute stratégie, tu n'as pas de bonne solution, tu n'as pas une solution parfaite et une mauvaise solution. Quand tu fais une stratégie dans ta vie, c'est je suis capable de choisir déjà en fonction de la réalité des deux choix qui se proposent à moi. C'est-à-dire, si tu compares le point positif d'une solution avec les points négatifs d'une autre, tu vois, bah forcément, tu vas prendre celle-là, mais ça ne veut pas dire que c'est le bon choix que tu as fait. Donc déjà, tu regardes et tu te dis, bah voilà, quel est le point positif de cette situation, quel est le point négatif. Après, dans l'autre, quel est le point positif, quel est le point négatif. Et ensuite, quand tu fais ton choix, tu te dis, je sais qu'il y en a, les deux ont des points positifs et des points négatifs. Quel est le choix que je vais le mieux assumer? Est-ce que je vais supporter? Voilà. Donc, dans un cas, là, on aurait pu dire que c'était est-ce que je reste là? Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Je reste, j'ai de l'argent, j'ai une vie tranquille, assurée, voilà, très bien. Le point négatif, c'est je vais être misérable, tu vois, dans ma tête. Ouais, Ou alors je pars avec les risques, je lâche l'argent, etc. Mais j'ai une chance de faire quelque chose qui me plaît vraiment. Alors après, bah, tu regardes les deux, lequel est le moins douloureux pour toi, lequel tu vas le plus supporter, tu vas assumer finalement. Et pour moi, c'était, ah non, je ne peux pas rester, je préfère être pauvre en fait, tu vois, pauvre entre guillemets, mais je préfère être pauvre que riche et misérable. Et donc, je comprends. ça a été très, et je ne regrette absolument pas. Tu considères que tu as préparé la suite, ou tu l'as fait sur un coup de tête avant de réfléchir ce que tu allais faire par la suite, puisque après tu te lances dans l'entrepreneuriat? Après, oui, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, on est rentré, on avait plein d'idées, on était un peu Et nourris tu as pendant. d'abord coupé sans savoir ce que tu allais faire. Tu as coupé, tu as dit déjà stop, j'arrête, et ensuite J'avais je vais une voir idée. ce que je vais faire. Si, je me suis dit, je pars et on va monter une boîte. Voilà, on va monter Sans une boîte. savoir, juste avant de savoir quelle boîte. Ouais, voilà. Ok. Et on avait un petit paquet d'argent quand même, donc on s'est dit, on va le faire. Et et puis on venait, tu vois, quand Tu dis tu vis on? aux États-Unis, bah avec mon mari, en fait, il est Ah, revenu. il a fait, il a buildé cette première expérience Ouais, entrepreneuriale avec toi. Ok. tout à fait. Et en fait, c'est un tout autre, et tu le sais, tu es au Canada, j'imagine qu'au Canada, ça doit être un petit peu pareil que les États-Unis, mais tu as un autre état d'esprit, une autre vision de l'entrepreneuriat. Ça change beaucoup aujourd'hui, même en France, mais à l'époque, dans l'entrepreneuriat, monter une boîte, mais t'es folle, ça va pas, il faut que En la sécurité. 2007, ouais, avant la crise. Donc, je sais pas comment. Tu vois, la sécurité de l'emploi, il y avait vraiment cette idée en France, par exemple, que mais non, c'est des fous ceux qui entreprennent. Tu as un boulot, tu quittes pour entreprendre. Mais voilà, et puis si tu te trompes, En tout si cas, tu te c'était pas trompes, sexy à l'époque. Maintenant, non, c'était c'était pas pas sexy, puis ça sexy. faisait peur. Je pense qu'aujourd'hui, en France, les gens, ils voient bien que tu as un boulot, c'est pas vrai, tu n'as plus la sécurité de l'emploi comme c'était le cas Même avant. pour incorporer des entreprises, je sais qu'il y avait tout un protocole, les trucs avec le greffe et tout, ça devait être méga, méga fastidieux juste d'incorporer. C'est pas comme aujourd'hui, en 2, 3 clics sur Legal Start, t'incorpores ton truc. Exact. Et puis, surtout, tu vois, la mentalité de se dire, mais tu vas te planter. Enfin, reste dans c'est beaucoup plus sûr, tu vois, d'être employé, au moins tu as la sécurité. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Tout le monde sait qu'il est pas à l'abri d'un plan social, voilà, de n'importe quoi. Donc, pourquoi pas l'entrepreneuriat? Et finalement, on se dit, bah, si de toute façon, mon degré de sécurité entre je suis employé et j'ai une boîte est à peu près le même, à ce moment-là, ben, autant regarder celui qui peut éventuellement me rapporter plus. Parce que quand tu es employé, tu es quand même plafonné, par exemple,
sauf quelques-uns, mais tu peux te dire, je vais te plafonner d'un point de vue opportunité, salariat, etc. Et pour aller plus haut que ce qu'on me propose, bah, des fois, il faut prendre des risques. Donc, effectivement, à l'époque, c'était un peu fou, mais il faut un peu de folie pour faire ces choses-là. Parce que si tu sais au départ à quel point ça va être dur, bah, tu le fais pas. Donc, il faut rêver. Tu le sais toi-même. Ouais, Mais si, en fait, je l'aurais pas fait. Donc voilà, donc je suis entrée en France et je me suis dit, je vais monter quelque chose de différent, on va faire de l'entrepreneuriat. J'ai créé une entreprise avec mon mari de produits, de décoration et de fêtes pour les fêtes musulmanes, parce que ça n'existait pas. Comment tu as eu cette idée? Défonce. Comment tu t'es inspiré? Alors, déjà, mon mari est musulman, déjà. Sinon, ça ne serait jamais arrivé. Et puis, je pense de vivre aux États-Unis, ça change ta façon de réfléchir. Tu changes. Toi aussi, ou si c'est pas indiscret, tu t'es aussi converti ou? Non, pas du tout. Moi, je suis Mais restée. vu que tu l'observes, forcément, tu sais à peu près de l'extérieur comment ça fonctionne. Oui, et puis mes enfants sont musulmans. Lui et mes enfants sont musulmans. Moi, j'observe. Voilà. Et en fait, quand tu es aux États-Unis, tu vois deux choses. Déjà, tu te dis l'entrepreneuriat, il faut tenter, il faut essayer. Et puis, si tu te trompes, bah, c'est pas grave. Si tu te plantes, bah, t'en refais une autre. Et puis, si tu te plantes, tu recommences et c'est pas grave. En France, si tu te plantes, on te regarde avec pitié. Ah là là, bah, tu vois, ouais, mais je te l'avais dit, mais évidemment, mais tu vois, bah, j'espère que tu as compris ta leçon, tu vois, et que tu vas retourner aux États-Unis. Tu dis oui, je me suis plantée, et on te dit ah super, donc maintenant vous avez appris des trucs, vous êtes prêt à en commencer une qui va elle réussir. Tu vois, c'est un autre état d'esprit. L'autre état d'esprit qui est différent aux États-Unis, c'est les communautés se prennent en charge beaucoup plus. Alors c'est pas forcément, je dis pas que c'est bien ou pas, mais en tout cas c'est vrai que quand il y a un besoin, les communautés l'identifient et puis n'attendent pas qu'on règle ça, ils essayent d'avancer. Et donc il y avait cette histoire, tu vois, cette idée de tiens, la communauté musulmane en France à l'époque, c'était pas, enfin même encore maintenant, hein, c'est pas la plus privilégiée, c'est pas la mieux servie. À l'époque, il n'y avait rien qui était fait, absolument rien qui était fait pour les musulmans. Et quand on est arrivé, qu'on a commencé à faire des produits pour célébrer le Ramadan, pour célébrer l'Aïd, etc., et qu'on allait voir les magasins, ils nous regardaient avec des grands yeux. Mais ça va pas, enfin, on peut pas faire ça. À l'époque, juste que je comprenne, donc il y a une grosse population, en tout cas, il y a plein de résidents de confession musulmane, mais qui n'ont pas justement accès à des boutiques ou du moins des produits pour pouvoir vivre leur religion, quoi. Un peu comme quand tu arrives, je sais pas, au Maroc ou en Algérie. Donc, Oui. Alors, c'était il y a une vingtaine d'années encore. Hein. Non, pas une vingtaine d'années. Non, j'exagère. J'avais 17 ou 15 ans. Quand tu es arrivé, tu allais il faut se replacer à l'époque. Dans les marchés, dans les supermarchés, tu allais à Carrefour, tu allais à Leclerc ou à Auchan. il n'y a pas des trucs halal, tout ça. Quasiment pas de trucs halal. Tu avais un petit truc halal, peut-être. C'est pas facile. C'est pas, voilà. Et puis, bah, quand il y avait des grandes fêtes, tu vois, quand il y a Noël, tu vois, à Noël, ouais, tu le vois, il n'y a que ça. Tu as Halloween, tu n'as que ça. Pâques, tu n'as que des chocolats partout. Quand il y avait l'Aïd, quand il y avait le Ramadan, voilà. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et pourtant, il y avait un besoin. Il y avait des gens qui avaient besoin de trucs, mais vous n'avez pas d'endroit pour s'approvisionner. C'était complètement caché. Et quand ils commençaient, moi, à l'époque où on a commencé ce job-là, de temps en temps, ils se disaient quand même, mais quand même, il y a un marché à se faire, il y a de l'argent à se faire, etc. Et donc, ils faisaient des semaines, ils faisaient la promotion 1001 nuits, tu vois, ou alors ils disaient pas le nom, ou ils disaient voyage boutique au Maroc, des choses comme ça. Et puis ils mettaient des produits. Alors éphémère, quoi. C'est juste pour la période, et après ça disparaît. Oui, c'était, toi, ils te mettaient des sacs tati, là. Enfin, tu sais, les sacs, tu sais, rayés, là, bleu, blanc, rouge, noir, machin. Enfin, tu te dis, mais c'est pas ça, là. Enfin, voilà, c'est pas ça. Et donc, nous, on est allés le voir en disant, mais mettez des produits
qui sont vraiment pour fêter, c'est festif, c'est une communauté qui a envie d'être festive, qui a envie aussi voilà, Et businessment, par là, il y a du sens. Il y a des gens qui vont payer pour ça, donc c'est pas non ça a plus. du sens, ça a un sens commercial et tout. Et donc, la première année, les gens nous ont regardé comme ça. Il y a 2 ou 3 magasins Leclerc qui nous ont fait confiance parce que ils ont un système un peu décentralisé. Tu vois, donc c'est chaque magasin qui De prendre sa décide. décision un peu Voilà, seul, quoi, pour certaines il y en a décisions. quelques-uns. Et donc, on a pu mettre des produits, on avait des serviettes en papier, des assiettes, des décorations, des choses qui marquaient à une baraque, enfin, tu vois, des choses un petit peu pour dire, voilà, il faut. Et donc, on a vendu ça pendant pas mal de temps. On est resté 7 ans dans cette boîte-là. Donc, au bout de 7 ans, c'était compliqué. Une chose que j'ai apprise, c'est que c'est compliqué de travailler avec ton mari parce que de toute façon, quand tu vas avoir une boîte qui est en plus basée sur quelque chose d'aussi touchy, tu vois, un petit peu délicat, etc. Il peut prendre personnellement des choses. Voilà, il faut prendre du temps, en fait. Et il faut que tu aies une assise. Parce que quand tu es entrepreneur, si tu fais que ça, il faut quand même que tu vives. Quand ils ont construit, tu vois, quand ils ont fait le tunnel sous la Manche, je ne sais plus combien de temps, mais avant que le tunnel sous la Manche, tu vois, soit utilisable, entre le moment où ils ont commencé à investir, qu'il soit utilisable, et le moment où ils ont été pour la première fois positifs, ils ont fait des bénéfices, mais il s'est passé 25 ans, par exemple. Mais quand tu es, toi, entrepreneur, tu peux pas te dire, bon, ben, mes premiers dollars, mes premiers euros, je vais les faire dans 25 ans. Tu as besoin de manger, tu vois. Et du coup, on a tenu cette boîte, on a fait beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, il a fallu prendre des décisions et on s'est dit, bon, Vous aviez des bureaux physiques ou c'était purement bureau physique, vous vendez dans des. on faisait des choses, on faisait fabriquer des choses, etc. Mais au bout de 7 ans, on a arrêté, c'était trop dur. En plus d'y être tous les deux, c'était compliqué. Mais toi, quand même, est-ce qu'il y a des choses comme ça, parce que c'était quand même du e-commerce avant que ça ne commence à être mainstream comme aujourd'hui. Ouais. Il faut juste rester sur les grandes leçons que tu aurais apprises pendant cette période-là. Même en termes de management, parce que j'imagine là, tu étais obligé quand même d'avoir soit des prestataires ou des personnes que tu as recrutées en interne pour manager et tout. Écoute, en termes de management, moi, j'ai un management qui est très particulier. Encore une fois, il y a autant de management qu'il y a de personnalité. Alors, tu parlais du MBTI, par exemple. Moi, j'ai un type de management qui correspond à ma personnalité, où je fais automatiquement confiance aux gens. J'observe les gens et au fur et à mesure, je vois à quel point je peux leur faire confiance. Alors, je pars du principe voilà, qui sont positifs, qu'ils ont envie. Je leur donne tout de suite des responsabilités. Il y a vraiment, pour moi, pour travailler avec quelqu'un, il faut de la confiance, une très grande confiance et un respect. Si tu manages des gens, tu dois les respecter pour ce qu'ils savent faire. Alors parfois, ils savent pas faire autant de choses, ils sont pas aussi bons que ce que toi tu voudrais qu'ils soient. Mais finalement, c'est peut-être que tu ne les mets pas au bon endroit. Ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que la Banque mondiale… Non, je dis non, moi, j'étais pas au bon endroit, c'était pas ce qu'il me fallait. Dans ta boîte, c'est la même chose. Quand tu as quelqu'un, s'il donne pas son plein potentiel, moi, je l'avais vécu avant, j'avais bossé dans des boîtes et j'étais pas, parce que ça me plaisait pas, parce que ce qu'on me demandait de faire, c'était pas ce que j'étais, tu vois, ce que j'aimais faire, etc. Et donc, une chose que j'ai toujours essayé de faire quand j'avais ma boîte, c'était de voir ce qui plaisait, ce qui plaisait aux personnes qui travaillaient avec moi et de leur donner ça à faire. Et je n'ai pas un jugement en disant lui il est bien, lui il est nul. Chaque personne Il n'est a juste pas designé pour le poste et peut-être designé pour autre chose. Voilà. Où est sa zone de génie? Chaque personne a un endroit où il est bon. Il faut le placer au bon endroit. Et des fois, ça prend du temps, des fois, ça demande 4-5 boîtes, des fois, ça demande 4-5 postes. Il y a forcément un moment, si la personne veut faire cet effort, prendre le risque, etc., où il va finir par trouver l'endroit où ça clique, ça match. Là, j'aime ça, je suis bon dans ça, j'aime ça. Comme j'aime ça et que je suis bon dans ça, j'ai envie d'en faire plus. Voilà. Et après, tu vois, la mayonnaise prend et la personne, elle évolue, quoi. Yes. Donc, après cette expérience-là, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'imagine que c'est pas là que tu lances ton activité où tu commences à accompagner des dirigeants.
j'ai pris quelques années pour me reposer. Et puis surtout, si tu veux, encore une fois, on a eu, il y a pas Reposer, mal de reposer ou reposer comme les entrepreneurs, ils disent qu'ils se reposent, mais ça bosse quand même un petit peu sur des petits mais bon, side j'ai projects. fait plein de petits trucs, mais qui ne méritent pas d'être mentionnés. Enfin voilà, non, non. Et puis je me suis aussi occupée de mes enfants. Je me suis, je me suis reposée en fait, parce que ça avait été très très difficile. Et une fois de plus, j'avais eu un assez, on a eu vraiment des résultats. J'ai le sentiment qu'on a quand même fait changer certaines choses, parce qu'au bout de 2 ans, 3 ans de notre entreprise, ben, on a vu les nuits du Ramadan, etc., etc. Donc, on a eu cet impact-là. Ça Ouais. n'a peut-être pas eu un impact financier monstrueux, mais on sait qu'il y a eu avant et qu'après, Bah, il dès y a qu'on a plein de business fait, maintenant. Il y a plein, plein, voilà, plein. Ouais. voilà, maintenant, c'est plus du tout un tabou, en fait. On a levé le tabou et pour ça, pour moi, c'était un bel exemple. Mais je me suis quand même dit, bon, ok, alors, après ça, je me suis dit, bon, tant que je ne sais pas ce que j'ai vraiment envie de faire, je ne me relance pas dans un nouveau job, je ne cherche pas de boulot. Et j'ai passé peut-être 2 ou 3 ans, hein, je ne sais plus, il faudrait que je réfléchisse, euh, bon, à bosser un peu, à faire des choses, mais vraiment pas avoir une vraie activité à plein temps. Et il m'est arrivé quelque chose une fois que j'allais chercher mon fils à l'école et je crois que c'était ma sœur ou une amie qui m'appelle dans la voiture et donc je lui parle et mon fils qui était petit à l'époque, hein, il était encore à l'école, hein, il était même pas encore au collège et qui dit mais pourquoi est-ce que tu as toujours des gens qui t'appellent quand ils ont des problèmes? Et, et la personne qui était au téléphone avec moi, je crois que c'était ma sœur, lui a dit ah ben Très je bonne ne question. sais pas, je crois qu'elle écoute bien, ben, je sais pas. Voilà. Et tu vois, ça m'est trotté. Je me suis dit, ah, c'est vrai qu'en fait, depuis que je suis toute petite, tout le monde vient me voir, tout le monde me demande mon avis, me demande des conseils, etc., etc. Mais ça m'a pas plus, tu vois, perturbé que ça. Puis quelques semaines après, je devais être minuit et je raccroche, j'étais avec une amie. Et pareil, on réfléchissait à sa situation, etc. Et je raccroche et je dis à mon mari, mais là, je vais me faire payer, c'est pas possible. Là, il est plus de minuit. J'en parle à une très bonne amie à moi et je lui dis, mais attends, tu sais, je me suis dit que je devrais vraiment me faire payer, je devrais en faire mon métier parce que c'est pas possible, tout le monde Mais m'appelle. tu mettais pas encore les mots dessus. Il n'y avait pas encore Ah de non, mais mots. C'était complètement, non, vraiment, j'ai absolument pris pas. du temps et on a décompté une situation, mais c'était pas, tu n'avais pas vraiment. Ouais, c'est euh, ça. Et c'est mon amie, justement, qui me dit, mais tout à fait, tu sais, tu devrais devenir coach. Et j'ai dit, quoi? Quoi? Et encore une fois, à l'époque, il y a encore 10 ans, coach, plein de gens ne savaient pas ce que c'était. Voilà. Bah, encore aujourd'hui, mais à l'époque, moi, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que coach? Elle me dit, ah, mais tu sais, si, si, ça existe, c'est très bien. Et ils ont un diplôme, C'était ils font même un tabou, diplôme. hein, j'ai envie de dire. C'était même tabou, en fait. À l'époque, c'était pas tabou parce que c'était pas connu. Après, ça a été connu, surconnu, et maintenant, c'était un peu. Non, parce que le coaching, au tout début, le coaching, c'était les gens qui, tu vois, les grands ambitieux et tout. C'était très perçu comme le coaching sportif. Donc, c'était pas forcément tabou. C'était, ouais, nous, on est les meilleurs et en plus, on a quelqu'un qui nous aide à être encore meilleurs, etc. À l'époque, les débuts du coaching, c'était ça. Euh, et donc, en tout cas, elle me dit, écoute, à Paris 8, à l'UFR de psychologie de Paris 8, ils ont un diplôme de coaching. Donc, tu devrais te renseigner. On était en février. Un coaching Paris 8. Et comme tu n'avais pas assez de diplômes, donc. C'est ça. Et donc, je me suis renseignée, j'ai vu le programme et je me suis dit, ben ouais, ça a l'air super intéressant. Ben oui. Parce que si je veux, apparemment, je fais ça naturellement depuis que je suis toute petite. Je fais ça, mais je dois pas le faire très très bien. Si je veux en faire un métier, il faut que je me forme. Et donc, je me suis inscrite, j'ai mis un dossier et j'ai été acceptée et j'ai commencé. Voilà, et ça j'ai commencé en 2014. C'est Voilà. combien de temps, cette formation-là? C'est un truc diplômant? Pardon? Est-ce que c'est un truc diplômant, Oui, cette oui, formation? c'est l'équivalent, c'est ce qu'on appelle un DESU, diplôme d'études supérieures universitaires. Donc, c'est Ah, d'accord. l'équivalent, si je ne m'abuse, d'un bac plus 4, d'un master 1, en fait. D'accord. Ok. C'est Ok. l'équivalent d'un master 1. Et du coup, ben, j'ai suivi cette formation pendant 1 an. Il y avait un mémoire, il fallait coacher des gens, donc il y avait des stages, et puis il y avait un mémoire à rédiger, etc. Et puis,
voilà, je me suis lancée à Belle l'issue de cette expérience. formation. Voilà. Et depuis, voilà, alors j'ai fait plein d'autres petites formations. Je me suis formée, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, j'ai suivi des formations, mais je ne suis plus retournée à l'université. Ça y est, j'ai ma dose. J'ai plus l'âge maintenant. Je ne retourne plus à l'université. Est-ce que tu te souviens, en fait, de tes premiers coachés, mais vraiment en tant que professionnel après cette formation-là? Alors, c'est en fait, mes premiers coachés, je les ai eus pendant ma formation, pendant mon stage. Alors, je me rappelle plus d'eux que de ceux que Après, il j'ai eus fallait après. faire le mémoire et tout ça. Ouais, mais oui, c'est ça. Donc, on devait faire 4, hein. Je me souviens plus très bien, mais il y avait 4, on devait faire 4 séances de coaching non, 10 séances de coaching avec 4 personnes différentes. Donc, on avait quand même pas mal de séances et il fallait les accompagner. Donc, c'était gratuit, hein, mais j'ai trouvé des personnes qui m'ont fait confiance et certaines qui ont été vraiment très, très contentes de l'accompagnement dès ce moment-là. Donc, j'étais assez contente et puis j'ai pas arrêté après de coacher et puis de m'améliorer et puis d'étendre justement mes tu vois, mes outils et puis le scope, comment dire, le périmètre de ce que je peux faire. Et on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis plus que coach, je suis conseiller, c'est-à-dire que j'ai étendu mon service. Si on rentre vraiment dans ta façon d'accompagner, est-ce qu'on peut déjà parler à date d'aujourd'hui, les profils avec lesquels tu bosses et ensuite on rentre un peu dans ta méthodologie d'accompagnement parce que je pense que c'est plus ça. Maintenant, dans l'accompagnement, il va y avoir peut-être des coachings, des mentorats, comme tu disais tantôt, on va rentrer dans le détail. Mais c'est qui t'intéresse exactement aujourd'hui? Quel type de profil? Bien comme je te le disais tout à l'heure, moi, j'accompagne des personnes alors de tout type, parce que je peux accompagner n'importe qui, donc j'ai des clients, puis j'ai des amis, puis qui m'envoient des personnes et tout, donc je les accepte. Mais mes clients phares, ce sont des personnes qui veulent accompagner l'Afrique, qui veulent faire quelque chose, qui veulent faire changer l'Afrique ou la cause des Africains ou de la diaspora, ou voilà, et qui ont beaucoup d'ambition. Et ils ont beaucoup d'ambition, beaucoup de force et de courage pour atteindre, et de patience aussi, pour réaliser leur ambition. Et ce sont des personnes qui ont compris que faut pas croire ce qu'on voit dans les films. C'est-à-dire que, tu sais, le concept de self-made man, tu vois, donc il s'est fait tout seul, hein, ça n'existe pas. C'est de la poudre aux yeux. Les plus grands, ceux qui réussissent, qui sont au sommet, ils sont toujours accompagnés. Et il y en a très, très peu qui y arrivent seuls. Ouais. Alors, ils sont Même accompagnés. Mandela, j'ai vu un truc là, quand il est qu'il s'est fait coacher par Tony Robbins, Mandela. Donc, Mais bien sûr, tous. Rafael Nadal, je veux dire, même des gens qui sont plus des sportifs, ils ont leur coach professionnel, sport et tout, mais ils ont aussi d'autres coachs un peu plus, des coachs mentaux, des coachs. Tout à fait. Ils sont obligés parce que quand tu veux atteindre le top, c'est-à-dire que tu es en concurrence avec 8 milliards de personnes sur la planète. D'accord? Donc, si tu veux être le premier, il ne suffit pas de te dire j'y vais au talent. Tu vois, il faut que tu bosses, et puis il faut quelqu'un qui t'aide à surpasser les choses qui sont difficiles pour toi, qui t'aide à garder le cap, qui t'aide à faire les bons choix, etc. Et donc, tous les plus grands se font coacher et se font conseiller. Regarde, les présidents, ils ont combien de conseillers ils ont ceux qui les aident, qui font le boulot pour eux, mais les gens qui les aident à réfléchir, qui suppléent, en fait, qui complémentent leur propre personne, leur propre, tu vois, intellect. Et donc, moi, les personnes que j'accompagne, c'est les personnes qui se disent non, mais c'est important, c'est un investissement. Je veux réussir et je suis prêt à changer, je suis prêt à prendre du recul et à passer par des choses qui sont pas forcément agréables. Parce que c'est pas toujours agréable. Tu parlais tout à l'heure, tu me disais, ah, c'est pas facile de se regarder, de comprendre ce qui se passe en nous, etc. Tu vois, quand tu as un coach ou un conseiller, des fois il te dit, non, mais en fait, voilà ce qui se passe exactement. Et puis tu n'as pas envie de faire face à ça, tu vois, parce que c'est pas toujours très beau ce qui se passe en toi, tu vois. Des fois, tu as peur des choses, tu as des choses dont tu n'oses pas dire, etc. Et quand tu es avec quelqu'un qui t'accompagne, ouais, on met le doigt dessus. Et donc, des fois, ça fait mal. Des fois, c'est désagréable. Et il faut avoir le courage tu vois, parce que tu te dis, si je veux réussir,
La première chose, c'est qu'il ne faut pas que je me mette, tu vois, que j'ai la grosse tête. Tu as la grosse tête et que tu penses que tu vas y arriver comme ça, bah, tu vas au talent et tu te manges, tu te manges une porte, en fait. La première chose, c'est de se dire, il faut que je doute et il faut que je me remette en question et il faut que que je me dise, est-ce que je fais vraiment bien les choses et que je le questionne et qu'on vienne me titiller. Et puis des fois, oui, il y a des choses que tu fais de façon excellente, mais c'est impossible que tu saches tout faire, tout bien. Et puis, tu as aussi des freins, des peurs, des réflexes ou des réflexes que tu as adoptés quand tu avais 3 ans et que tu as toujours et tu t'en rends même pas compte. Il y a des choses comme ça. Tu peux penser être au contrôle de ta tu vois, au contrôle de ta vie et de ta carrière, mais en fait, il y a énormément de choses qui ont un impact et dont tu te rends pas forcément compte tout seul. Et donc d'avoir quelqu'un qui peut prendre du recul et te dire non mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais là ou voilà, tu as peur de ça mais je vais t'aider, mais ta faiblesse c'est ceci, etc. Ben ça t'aide. Et il faut passer par là si tu veux vraiment atteindre un cap. Alors tu as des gens qui sont déjà très hauts et qui disent moi personne m'a aidé et tout, très très bien. Très bien. Est-ce que tu arriveras à aller encore plus haut? Pas sûr, parce qu'on arrive toujours à un moment au top de ce qu'on peut faire, en fait. Tu vois. Donc, si tu es déjà très haut et puis que tu te dis, mais moi, j'aimerais bien passer plus haut, il va falloir à un moment que tu changes les façons de faire. Parce que ta façon de faire, ta façon de voir les choses t'amène à un endroit. Et pour aller à un autre endroit, il va falloir changer ça. Et parfois, tu n'y arrives pas seul. Il y a forcément un moment où ça bloque. Et puis, il y en a d'autres qui montent, parce qu'ils sont formatés pour j'ai pas de scrupules, je me mets à fond dans mon business, par exemple, et je ne me pose pas de questions, j'y vais. Mais ça veut dire qu'ils négligent d'autres choses qui peuvent être aussi hyper importantes. Tu peux avoir quelqu'un qui va te dire ouais, je suis milliardaire, etc. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour être milliardaire? Tu vois, est-ce que tu as sacrifié tes enfants? Est-ce que tu as sacrifié ta propre famille? Est-ce que tu t'es sacrifié toi-même? Est-ce que, voilà, tu es milliardaire, mais tu as tellement bossé comme un fou, etc. Est-ce que tu l'as fait en pleine conscience? Parce que ça peut être, tu as sacrifié tes enfants, Exactement. sans te rendre compte. Mais des fois, si c'est que c'est en pleine conscience, bon, chacun sa mentalité. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va forcément cautionner, mais si je pense, c'est plus le truc que tu te rends parfois même pas compte que tu es en train de sacrifier certaines choses, quoi, tu vois. Ils sont peut-être prioritaires pour toi. Et puis des fois, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui te dit mais pourquoi tu fais tout ça en fait? Tu veux t'as déjà 10 millions par exemple ou 100 millions, tu vaux 100 millions. Pourquoi tu t'arrêtes pas? Tu vois, pourquoi tu continues comme je veux le milliard. Bah, ok, tu veux le milliard, tu vas en faire quoi de ton milliard? Pourquoi tu as besoin de ce milliard? Il va te servir à quoi? Non, parce que tu ok. Et finalement, quand tu creuses, tu te rends compte que la personne, elle est mal dans sa peau, elle est mal aimée, personne veut d'elle, elle a été abandonnée, tu vois, elle va pas bien, par exemple, des choses comme ça. Et donc, ok, tu peux, et que tu vois, et qu'elle elle abandonne tout parce que sa quête effrénée, c'est je veux être acceptée, je veux briller, je veux me venger. Tu as des gens qui veulent être riches parce qu'ils veulent se venger. Parce que quand ils étaient jeunes, ils étaient, tu vois, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce qu'à la fin, bah, tu seras riche, mais est-ce que tu seras plus heureuse ou mieux dans ta peau? Est-ce que tu auras fait le bien ou enfin, et donc, si tu vas bien comme ça, ben, vas-y, continue. Mais il y a des personnes qui se disent, attends, je veux pas faire n'importe quoi. Tu sais, quand tu arrives 50, 60, 70 ans, c'est seul. Tu peux Ça finir fait seul. mal. Et ça fait mal. Mm, mm. Et là, tu te retournes en te disant, bah mince, j'ai tout donné et ouais, j'en ai de l'argent, j'en fais quoi de cet argent? Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir se dire, est-ce que je vais avoir un impact positif plus que négatif? Tu vois, je voudrais qu'on essaie un petit peu de rentrer dans le détail. Tu vas voir quelqu'un qui va venir vers toi, qui a besoin de ton aide pour l'accompagner, qui a atteint un plafond de verre ou qui se dit qu'il est arrivé à la fin d'un cycle et il cherche des pistes de solutions. Comment ça se passe déjà le premier contact? Où est-ce qu'il te contacte même déjà? Et comment est-ce que ça se passe pour que chacun puisse un peu imaginer le process et puis s'ils se sont
dans ce que tu partages, libre à lui de venir vers toi. Qu'est-ce qui se passe en général pour les personnes qui Comment te ça se sollicitent? passe? Alors déjà, souvent, ils entendent parler de moi. La plupart des personnes que j'accompagne sont envoyées par le bouche à oreille, très souvent. Hum, hum, hum. Sinon, ils me contactent sur LinkedIn ou alors ils me contactent sur mon site. Voilà, mon site est pas difficile à trouver, c'est mon nom, Donc, c'est on va le mettre en description, c'est yowamukendi.com. C'est hum, ça, .com. Tu vois, donc bon, hum. ils tapent, ils trouvent. Et puis, ils prennent un rendez-vous gratuit, 30 minutes, on discute. Et en fait, que ce soit pendant ce rendez-vous-là ou pendant les autres rendez-vous, la chose principale que je fais, c'est que j'écoute, en fait. Je vous pose des questions et j'écoute. Je dis, mais bon, quel est ton problème? Pourquoi tu viens me voir? Ah, moi, je voudrais ça et ça. Et pourquoi c'est un problème? Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Et en fait, j'écoute beaucoup pour essayer de comprendre ce que la personne ne voit pas elle-même. D'autant plus que quand tu es entrepreneur ou que tu es même un haut cadre, tu vois, tu es dans le boulot tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on dit que tu as la tête dans le guidon finalement. Tu vois, tu as peu de temps pour te mettre de côté, réfléchir, dire, attends, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Tu vois, tu es là, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc, tu es dans l'urgence tout le temps. Donc, des fois, tu ne te rends pas compte de là où tu dois aller, tu te rends pas compte que tu prends un mauvais chemin, ou tu ne te rends pas compte de choses qui, pour quelqu'un d'autre qui est habitué, peut être évident. Tu vois? Donc, je vais écouter pendant le premier rendez-vous. Je vais d'abord écouter. C'est quoi ta problématique? Qu'est-ce qui va pas? Voilà. Alors, la personne va m'expliquer et je vais dire, mais tu voudrais quoi? Qu'est-ce que tu cherches finalement? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et donc, la personne va m'expliquer et là, je vais voir si oui ou non, euh, je vais pouvoir l'accompagner. Donc, on discute Mais un tu petit sais au peu. premier rendez-vous si tu peux faire bosser avec lui ou pas, quoi. Tu le sais tout de suite au premier rendez-vous. Oui, en général, oui. Oui, oui, Mhm. oui. Alors, je ne sais pas si ça va marcher parce qu'après, il faut que la personne joue le jeu. Parce que si on dit, Non, bah, mais je écoute, dis plus de toi, ça moi, t'intéresse de oui, bosser éventuellement avec lui, quoi. oui, oui, voilà. En général, dès le premier moment, je sais, voilà, quelles sont ses ambitions, ce qu'il cherche, ce qu'il veut, ce qui l'embête, ce qu'il veut réussir à faire. Je vois si c'est quelque chose qui est jouable ou pas. Donc, à ce moment-là, je dis, OK, très bien, bon, on prend un premier rendez-vous. Et puis, pendant le premier rendez-vous, bah, on passe en revue. Qu'est-ce qui va pas, etc. Alors, je n'ai jamais eu deux personnes qui avaient la même problématique, deux personnes que j'ai suivies de la même façon. C'est du 100% sur mesure, bien évidemment, parce que tout part du client. Donc, parfois, j'ai des clients qui viennent et qui sont en panique parce qu'il n'y a rien qui va, enfin, j'ai ça, j'y arrive pas, et on m'a donné votre numéro, ton numéro, etc. Donc, bon, on va d'abord gérer le problème urgent. Souvent, donc on va faire du pur coaching. Et puis après, souvent, on va continuer l'accompagnement et puis là, on va passer sur plutôt du conseil, donc au long cours en fait, où je peux l'accompagner sur différentes problématiques et sur une problématique plus ambitieuse, tu vois, sur le long terme. Moi, je veux devenir ça va pas se faire en trois. C'est pas avec un tips, tu vois, c'est pas en donnant un petit truc ou un petit outil comme ça que tu vas tout transformer. C'est vraiment ton ambition, c'est de construire quelque chose de solide, un empire ou un truc, enfin, quelque chose de vraiment gros. Là, il faut que tu saches que ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs séances et c'est pas juste à coup de coaching que ça va marcher. Donc là, on va faire du mentorat, on va faire du conseil, on va faire plein de choses différentes. Et comment est-ce que ça s'organise? Parce que là, tu as toi-même été entrepreneur, tu sais comment ça se passe. C'est pas évident, le calendrier. Comment est-ce que euh, et alors qu'il a donné son go Mhm. pour bosser avec toi, déjà, c'est toi qui donne ton go parce que tu le dis, bah, OK, je pense que je peux t'apporter des solutions et ton projet, il m'intéresse vu que j'ai été intéressé par des personnes qui ont des missions, des, bus- des entreprises en mission orientées type afro-descendant, comme tu disais tantôt. Euh, Comment est-ce que tu organises la suite avec lui, que ce soit pour les séances de mentorat, de conseil? euh, Généralement, on se voit de façon régulière, c'est-à-dire, Physique? on se voit de façon régulière. Physique? Enfin, en Par personne?
pardon, excuse-moi. Non, moi, je travaille par Zoom. Remote. Ok. Par Zoom. Enfin, si tu veux qu'on se voit physiquement, tu peux venir jusqu'à chez moi, mais j'habite pas tout près de Paris, donc ça peut être compliqué. Et puis, j'ai des clients qui sont, je te dis, à l'autre bout du monde, donc on se voit pas physiquement. C'est simple. Ouais. Donc, on se voit par Zoom et on se donne des réunions assez régulières en général. Ça peut être une fois par semaine, dans les moments vraiment tendus, une fois toutes les 2 semaines, ça peut être une fois par mois, ça dépend. Ça dépend vraiment du besoin, de l'urgence, du type d'accompagnement. Et puis, ça commence en général, chaque séance commence comment vas-tu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, enfin voilà. Alors la personne va me dire, ah bah ça va pas, enfin, ça c'est bien, je suis contente, j'ai fait ça, j'ai compris ça, etc. Mais là c'est dur parce que je n'arrive pas à, je sais pas, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, là je suis déçue par ci, par ça. Et puis à ce moment-là, ben, on part de là et on essaye d'améliorer les choses au fur et à mesure. Et puis, tu sais, l'heure passe très, très vite. Et puis, parfois, à la fin, donc, je fais un tas de choses différentes. J'essaye différentes choses. Des fois, je parle, des fois, je fais faire un exercice, des fois, j'explique des choses, des fois, euh, je vais partager mon expérience. Ça dépend de ce dont la personne a besoin à ce moment-là pour comprendre, pour évoluer, etc. Je vais beaucoup le questionner. Si je vois que le frein, c'est un frein interne, profond, etc., et qu'il faut aller lui demander, mais quand tu étais petit, etc., eh ben, on va le faire. C'est rare, je suis pas une psychothérapeute, mais s'il faut le faire, ben, on va le faire. Tout ce qu'il faut pour avancer, en fait, et pour casser les freins. Tu sais, moi, ma vision de la chose, c'est quand tu décides de monter une boîte, ou quand tu as une boîte hein, déjà, et que tu as des grandes ambitions, c'est comme si tu commences un chemin, un voyage à pied qui va être long, qui va être solitaire, qui va être ardu, et avec des pièges, avec des obstacles, etc. Et c'est pas toujours, enfin, c'est dur de le faire soi-même. Tu vois. Alors, tu sais pas jusqu'où tu veux aller le plus loin possible, puis un bel endroit. Puis il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Euh, tu peux à un moment, par exemple, t'asseoir et tu te dis j'y arrive plus, j'ai mal à la jambe, ça va pas, etc. Donc là, tu vas avoir besoin d'aide. L'aide, ça va être, tu vas prendre soit un médecin, tu vois, ou tu peux prendre plutôt un psy, tu vois, qui va te dire mais si t'es cassé, t'es fracassé, ça va pas. On va essayer de régler, de voir ce qui va pas et de soigner ce qui va pas. Et ainsi, il va t'aider à te relever, en fait, en disant, ça y est, vous êtes debout, allez maintenant, vous pouvez repartir faire votre voyage. D'accord. Donc ça, le psy, il va essayer de voir ce qui a causé tu vois, et te soigner. Mais du coup, le psy, souvent, tu sais pas combien de temps ça va prendre, et puis il va regarder vers l'extérieur, vers l'arrière, en fait. Tu vois, il va regarder dans ton passé, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas pas, il va faire un diagnostic, il va essayer de t'aider. Le consultant, le consultant, c'est quelqu'un qui a un GPS et qui te dit, non, mais tu te plantes, c'est pas ça. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu ailles là-bas. Tourne à droite, tourne à gauche, etc. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. Enfin, il pense connaître le chemin, il a une solution, etc. Et donc, il va te dire, fais ci, etc. Ça, c'est tous les consultants et tu en as aussi besoin. Parfois, mince, là, il y a un trou, comment je fais? Construis un pont, fais ceci, etc. Ça, c'est le consultant, c'est son travail. Parfois tu peux avoir un prof, enfin un formateur qui va venir et qui va te dire, ah, écoute, là, c'est difficile, attends, je vais te montrer, je vais t'apprendre telle skills, telle compétence pour que tu puisses te débrouiller et, tu vois, franchir cet obstacle. Tu peux avoir le mentor. Le mentor, c'est quelqu'un qui va te dire attends, mais moi j'y suis déjà allé, tiens, suis-moi, je vais te montrer. Le mentor, il te dit suis-moi, je t'aide, attention, là il y a un trou, n'y va pas, etc. Donc je sais déjà où tu veux aller, moi j'y suis allé, tu vas suivre mon chemin. Et puis, qu'est-ce que tu as d'autre? Et puis, tu as les gens qui sont autour, hein, qui te disent fais ci, fais ça, mais bon, des fois, ça marche pas. D'ailleurs, tu as certainement remarqué que des fois, tu as un problème et on te dit, mais fais ci, fais ça, mais tu n'as qu'à faire ça et ça ne marche pas. Parce que la personne, parce que tu n'as pas envie, parce que ça ne te correspond pas.
Et ça ne marche pas. Donc, il y a plein de gens aussi qui sont là, qui te disent, qui t'encouragent sur le chemin et qui te disent fais comme ci, fais comme ça, avec plus ou moins de succès. Et puis, tu as le coach qui va pas faire les choses à ta place, qui va pas te dire comment faire, comme le consultant disant ah tu devrais tourner à droite, tu devrais tourner à gauche, fais-moi confiance, je sais mieux que toi. C'est pas forcément un mentor qui te dit je sais comment faire, je l'ai déjà fait. Le coach, c'est quelqu'un qui va marcher à côté de toi, qui va faire un bout de chemin avec toi. Donc il va pas faire les choses à ta place, il va pas marcher à ta place, mais il va marcher à côté de toi. Et il va te soutenir, c'est-à-dire que si à un moment tu es fatigué, il va te dire tiens mon épaule, je t'aide. Un moment ah mince, on tourne à droite ou à gauche, j'en sais rien, j'en sais rien, moi je suis que coach, mais par contre je peux t'aider à réfléchir. Tu vois, écoute, qu'est-ce que tu voudrais, pourquoi tu veux pas aller à droite, pourquoi tu veux pas aller à gauche? Il y a un obstacle, il y a de la fatigue, tu vois, et le coach en général, c'est tu vas le chercher quand tu as un vrai coach, quand tu as un problème assez spécifique, avec un objectif clair que tu veux atteindre. Tu vois? Et à ce moment-là, tu dis voilà, un coach, en général, quand tu vas voir juste un coach, c'est voilà, moi, ça va pas, j'ai pas assez de salaire. OK, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux gagner plus. Très bien. Quand est-ce que vous saurez que vous êtes content, que vous avez bien gagné? Vous voulez tant? OK, bon, on va essayer de faire ça. Et un coach, il a un objectif très, très précis. Hein? Et, et, et il t'accompagne et il est là quand tu as besoin de lui, il t'aide à réfléchir. C'est comme un copilote, en fait. Tu vois, quelque chose comme ça. Yes. Moi, ce que je fais, c'est que je fais tout ça. Selon les moments. Si à un moment, Tu vas adapter vraiment. C'est pour ça qu'au début, tu disais tantôt que tu écoutes beaucoup pour identifier en fait les trous qui sont dans la raquette. Et pour chaque trou, il y a une méthodologie qui correspond à une certaine casquette qu'il faut avoir pour pouvoir le résoudre, selon que ce soit du coaching, du consulting ou alors tout ce que tu expliquais tantôt, quoi. Et parfois, je fais du consulting, je fais des choses pour eux, parfois, quand il Ah le faut. ouais. Ça m'arrive, je l'ai fait. Ça serait trop dommage de ne pas utiliser tout ce que j'ai fait dans mon passé et de l'ignorer. Donc, je peux aussi, j'ai une présentation à faire, c'est hyper important, il faut que j'intervienne devant des gens. Attends, je vais t'aider à parler, à te préparer. Et puis, par exemple, montre-moi ton document. Qu'est-ce que c'est ton… Ah non, mais ça va pas, il faut que tu changes, tu vois. Donc, ça, c'est du conseil. Tu vois. Et en même temps, oui, mais je flippe. Là, peut-être du coaching. Et puis la veille, non, j'y vais pas, ça va pas, j'abandonne tout, je m'en fous. Là, ça va peut-être être un peu plus de psy, tu vois, des choses comme ça. Et donc, j'accompagne un petit peu de façon globale pour être sûr que tu es en pleine, tu as les meilleurs atouts pour réussir. Avec l'objectif que la personne ne doit pas être dépendante de moi. Je ne veux pas faire ça tout le temps, c'est pas mon objectif non plus. C'est qu'au fur et à mesure, ils grandissent, ils se développent, ils comprennent, et ils comprennent comment lui-même fonctionne, prennent conscience de ses freins, et puis fassent ce qu'il faut pour avancer et se développer. Yes, franchement, merci. C'est beaucoup plus clair. Enfin, c'était déjà clair, mais là, le fait de… Déjà, j'avais pas compris ce truc-là, coach. J'avais jamais fait la segmentation comme tu l'as fait tantôt. C'est beaucoup plus clair et j'ai envie de dire, même c'est logique. C'est logique parce que le problème de consulting, c'est pas un problème de coaching, c'est pas… Et la façon de le résoudre. Donc, ouais, merci beaucoup. Merci pour ça. Yes. Merci beaucoup. Avant qu'on aille sur les questions de fin, je sais que je t'ai pris beaucoup de temps là, Yoa. Ma question va te paraître bizarre. Est-ce que Yoa se fait également accompagner? Ou Oui. alors, je reformule ma question. Comment est-ce que toi, tu progresses? Okay. Eh bien, je vais te le dire, oui, je me fais accompagner parce que lorsque tu es un vrai coach, alors tu as trouvé que coach, quand tu as fait une vraie formation de coach, tu sais que tu as besoin d'être supervisé. Le problème tu vois, parce que, alors je reparle du coaching parce que c'est une des choses, c'est quand même le fondamental de ce que je fais. Ça fait partie du package. Voilà, du package, et c'est ce qui occupe la plus grande place. Moi, le problème du coaching, c'est qu'aujourd'hui, coach, ça veut rien dire. Et c'est pas un métier qui est réglementé. C'est-à-dire que toi, demain, tu peux dire, moi, je suis coach en n'importe quoi.
tiens, je sais faire des podcasts, ben, je vais être coach en animation de podcast ou de podcast. Donc, quand tu vas aller t'approcher d'un coach, tu peux tomber sur des gens très bien, et puis tu peux tomber sur des gens qui ne savent absolument pas ce qu'ils font, qui vont te faire du conseil, justement, en te disant, mais non, mais c'est comme ça que tu dois faire, en n'ayant aucune idée de est-ce que c'est adapté, est-ce que ça va marcher avec cette personne-là, est-ce que, voilà. Donc, à quoi tu peux reconnaître que la personne est quand même compétente? Premièrement, est-ce qu'elle a été vraiment formée? Il y a des endroits qui forment les coachs et qui sont très bien. D'accord? Des instituts qui sont très renommés. Moi, personnellement, à la fac de Paris 8, donc bon, je sais pas si, voilà, j'ai pas besoin de dire si c'est bien ou pas, c'est quand même universitaire, voilà. Donc, déjà, il faut demander, est-ce que la personne a une formation de base de coaching? D'accord? Et puis, la deuxième chose que tu peux demander, c'est est-ce que justement, elle est accompagnée, elle est supervisée? Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans une relation de coaching ou d'accompagnement avec quelqu'un, tu dois toujours faire attention à ne pas prendre l'ascendant sur la personne, pas devenir son gourou, tu vois? Que cette personne ne devienne pas un peu ta marionnette. C'est Et négatif, finalement, gros. oui, d'un point de vue négatif. Moi, je suis pas là non plus pour te dire non, mais moi, je sais mieux que toi. Et puis, je pourrais très bien, même involontairement, te manipuler ou te faire plus de mal que de bien sans m'en rendre compte. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi-même, sur ma pratique, il y a des moments où je dois prendre du recul. Avoir ton propre régulateur. Avec mon propre régulateur. Donc, je suis suivie par une coach senior qui fait ça depuis très, très longtemps, que je vois une fois par mois et qui, alors, des fois, elle me dit, bon, comment ça va? Donc, des fois, je dis, ah, tu vois, avec tel client, ah, c'est compliqué, là, celui-là, j'y arrive plus, là, je sais pas comment faire avec celui-là, il veut pas. Et peut-être que je suis un peu trop à m'acharner sur un truc. Peut-être qu'elle peut me dire, mais tu sais, tu devrais essayer comme ça. Ah, c'est pas bête. Tu vois, donc des fois, il y a des moments où je me sens pas, tu vois, hyper efficace. Bon, ça, pas souvent, mais il peut y avoir des moments où c'est bien d'avoir quelqu'un qui réfléchit avec toi, en fait, et qui prend aussi du recul. Euh, D'autant plus que c'est, tu vois, quand tu es avec quelqu'un, il peut te dire des trucs, ça te vexe, tu vois, c'est très psychologique tout ça. Donc, il faut avoir quelqu'un qui puisse te dire, attention, ne fais pas n'importe quoi. Donc, un vrai coach, de toute façon, normalement, doit se faire superviser. Si tu veux voir un coach et puis tu dis, oh, moi, j'ai pas besoin de me faire superviser, tu te dis, il est pas très sérieux. Alors, ça demande de l'argent. Moi, je paye quelqu'un, tu vois. Mais ça montre quand même que je fais très, très attention. Et puis, au-delà de ça, quand ça va très bien avec mes clients, ce qui est quand même la plupart du temps, heureusement, et ben, moi aussi, je me fais accompagner. Je lui dis, oui, bon, quelle stratégie? Qu'est-ce que je fais dans 5 ans, par exemple? Qu'est-ce que je veux faire dans 10 ans? Voilà, j'ai aussi, moi aussi, besoin pour voilà, m'assurer, pour être encore meilleure, etc. D'avoir quelqu'un qui me permet de réfléchir sur moi, sur mes propres freins. Et c'est pas parce que je suis coach ou conseillère que j'ai pas moi-même besoin. Au contraire, je suis la première convaincue. Je me dis, mais tout le monde devrait se faire coacher. Ça irait tellement mieux si tout le monde prenait le temps, même une fois par mois, de se poser et de se dire, bon, attends, j'arrête de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais bien? Où j'en suis? Où je vais? Qu'est-ce qui était difficile? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Si les gens même déjà le faisaient tout seuls une fois par mois, ça irait mieux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça veut dire que, voilà, ils seraient beaucoup plus actifs, beaucoup plus intelligents dans ce qu'ils font, etc. Donc, en tout cas, moi, je suis convaincue qu'il faut le faire. Je le fais. Et moi, mon coach ça doit faire, je sais pas, 7 ans que je la vois tous les mois, ou même peut-être un peu plus, tous les mois, sauf en août, quand même. Question plus osée, est-ce que tu penses que ça va te rendre riche? Est-ce que ça va me rendre riche? Je vais te faire une réponse de coach. Qu'est-ce que c'est que la richesse? Est-ce que j'ai envie d'être riche? Et c'est surtout ça, tu vois, parce que si je voulais être riche, je serais riche. Si aujourd'hui mon objectif c'était d'être riche, je serais riche. Soit je serais restée à la Banque mondiale, soit alors là je te dis que je serais bien, soit j'aurais utilisé l'argent pour aller investir dans des trucs, etc. Je l'ai pas fait parce que moi ce que je veux faire vraiment c'est avoir un impact. Je suis au-delà de ça en fait.
Tu vois, je veux avoir un impact. Est-ce que je serai riche un jour? Il faut demander à mes clients. Est-ce qu'ils vont me rendre riche un jour? Ouais, peut-être, j'espère. Mais c'est pas l'objectif que je suis aujourd'hui prioritaire. Est-ce Ça que dit c'est une mauvaise chose? Non, non, je cherche pas une réponse spéciale. J'essaie de comprendre parce que est-ce que c'est pervers de penser aux deux, impacter et gagner beaucoup, beaucoup d'argent? Est-ce que je peux dire que j'ai envie d'aider les gens et en même temps, je veux gagner beaucoup d'argent avec… Ah non, tout à fait, tout à fait. Et il y a des gens qui font ça et qui font ça très très bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'accompagne mes clients, tu vois, parce que ce sont des gens qui ont un projet qui me plaît et qui est impactant positivement et qui en plus me disent je veux réussir et je veux etc. Donc non, c'est pas du tout antithétique, c'est pas du tout tu vois paradoxal. Sauf que après, selon ton objectif, tu choisis un chemin. Le chemin du coaching tel que moi je le fais, c'est pas la voie la plus rapide pour gagner des millions. Tu vois. Encore une fois, si j'avais voulu être riche, je serais restée à la BNP Paribas, par exemple, avec mes puis ou je serais restée à la Banque mondiale, ou j'aurais fait autre chose. J'aurais investi, j'aurais fait des cryptos, j'en sais rien. Enfin, j'ai fait de la finance au départ, donc j'aurais pu. Et puis, tu peux, Tony Robbins, il est riche. Les milliardaires. Mais Moi, il a un bouquin, là, je crois qu'il est de l'année dernière, là, The Holy Grail. Je ne sais pas si tu as vu ça passer, où il interviewait je plein l'ai de vu, ces… mais effectivement, oui. Parce que, voilà, mais C'est voilà, lui, incroyable. il est excellent, il est passionnant, etc. Il choisit d'accompagner aussi. Enfin, faut voir les clients qu'il a, ils sont des grands. Voilà. Si demain il s'était dit, je vais accompagner des Africains en Afrique, je serais pas riche. Tu vois, c'est Quoique, un choix. il a accompagné Mandela. Ouais, l'exception qui fait la C'est règle. vrai. Mais il en a accompagné un. Tu vois ce que je veux dire? C'est Non, pas, je comprends très bien. C'est pas impossible, mais c'est c'est pas un pas peu. évident. C'est une activité qui est assez… Mais je trouve quand même intéressant ton approche de dire que la façon dont tu vas impacter tes clients, il y a de fortes chances que ça se reflète, enfin, il y aura la conséquence logique et naturelle sera que tu gagnes aussi à la hauteur de ce que tu as apporté pour tes clients qui vont non seulement bien te payer, mais qui vont forcément aussi te recommander à d'autres personnes comme elle, quoi. Est-ce que tu aurais des regrets? Est-ce que tu as des regrets, Yoa, à date? Des Qu'est-ce que tu regrets. peux partager, bien sûr? Alors non, moi je n'ai pas de regrets. Parce que lorsque je prends une décision, je prends toujours une décision, comme je te le disais tout à l'heure, en assumant, en sachant très bien ce que je vais sacrifier. Et si je dis je le fais, j'accepte de l'avoir sacrifié. Et donc, je regrette pas après d'avoir sacrifié. J'avais décidé de le faire. Donc, je n'ai pas à le regretter. Je le savais dès le départ. Et puis, parfois, tu as des conséquences que tu n'avais pas prévues au départ. Et j'ai cette capacité à voir toujours le bon côté des choses, en fait. Donc, je ne regrette pas. Je me dis, oui, c'était peut-être pas pour moi, mais ça m'a appris ceci. Ça m'a permis d'aller ailleurs. Donc, je vois toujours les conséquences positives des choses et ce que je peux en tirer qui va me permettre de rebondir sur autre chose. Complètement. Et si tu prends l'inverse, est-ce que tu as une big fierté comme ça à nous partager? Une big fierté. J'en ai beaucoup. Beaucoup, mais dont je ne peux pas parler à cause de mes clients, de la confidentialité. Mais oui, j'ai des grandes fiertés vis-à-vis de certaines choses que j'ai fait avec mes clients, pour mes clients. Et puis, je pense que vraiment ma vraie grande fierté, c'est d'avoir réussi à tracer mon chemin, à pas me décourager, à essayer et à trouver finalement et avoir le courage de persévérer dans ce que je voulais faire. Parce qu'au début, c'est pas facile, hein. C'était dur. Voilà, donc ma fierté, c'est d'avoir persévéré et d'avoir voulu et d'avoir réussi, et puis de ne pas d'avoir utilisé tout ce que j'avais fait avant
encore plus performer. Voilà, Est-ce et que tu ça, c'est aurais... ma fierté. Dis-moi. Super. Moi, je demande, est-ce que tu aurais... Si tu avais un seul bouquin à offrir, ce serait lequel? Un seul. Ah non, ah, je déteste ce genre de questions parce que je vais répondre et je vais passer 3 semaines à me dire, mais oh non, c'est pas ça que tu aurais dû Allez. répondre. Ah, mais non, mais On comment va aller ça? sur trois. On va aller sur trois. Ah non, Ton mais top oh, 3. c'est pire. Mais c'est C'est encore pire. pire. Des bouquins. Oh, ben, je recommande souvent des bouquins à mes clients en fonction de ce dont ils ont besoin. On m'a demandé récemment un bouquin sur le leadership. On m'a demandé un bouquin, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est Sapiens, par exemple, de You are, voilà, you c'est ça. are avec non, un petit peu complexe. Là. Oui, oui, c'est You plus son vois nom. quelque chose là, ouais. Oui, oui, ça, c'est un bouquin qui m'a beaucoup plu. Et puis, j'ai des bouquins coup de cœur, vraiment, mais qui sont pas forcément liés à- au coaching ou à ma profession aujourd'hui. Comme ça, Donc, tu peux partager hein, de la littérature, de la philosophie. OK, je me retourne. Moi, mon bouquin de cœur, c'est Fiction de Borges. C'est le Borges. livre qui m'a le plus plu. Mais comme dirait ma sœur, il est illisible ce livre. Comment est-ce que tu peux lire un livre comme ça? C'est chiant, on comprend rien. Donc je dis bon, donc je le recommande très rarement. Et puis là, récemment, c'est compliqué. Hein, pour moi, c'est très, très, très compliqué de répondre à ces questions-là. Ah, un livre que je recommande. C'est un livre de Bruce Matesso qui s'appelle, voilà, tiens, Le Royaume Congo sous Vitan Congo. Tu vois. Et ce livre, j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et Bruce Matesso, c'est un type qui est encore étudiant en histoire et qui a écrit un livre absolument fabuleux. Et pourquoi il est intéressant? Parce que tu apprends plein de choses sur le Royaume Congo. Donc, c'était en 1636. Ça te casse tous tes stéréotypes ou toutes les idées préconçues que tu pouvais avoir sur l'Afrique à l'époque. Et tu vois à quel point ils étaient modernes et à quel point il n'y a pas de, il n'y a pas, il y a pas d'impossibilité. Les Africains sont ont eu des très, très grands peuples, des très grands gouvernants. Euh, les colons ont essayé de nous faire croire pendant des années que c'était pas la peine, qu'on n'était pas capable, qu'on ne pouvait pas, qu'on était nul, que de toute façon on était corrompus, etc. Et en fait, avec des livres comme ça, vraiment, ça te donne, tu vois, ça te redonne foi en te disant, mais oui, mais en fait, mais déjà en 1600, on était, voilà, il faut y aller, ça y est, ça suffit maintenant, cette désinformation. Allons-y, on peut y aller et on peut croire en nous, on peut changer l'Afrique, quoi. Et c'est le bon moment. Tu auras remarqué que c'est le bon moment. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer. C'est dur avec tes questions, j'aime pas ces questions-là. Euh, j'ai envie de dire aux gens, vous n'êtes pas nuls, surtout à ceux qui doutent d'eux, c'est que vous n'avez pas encore trouvé votre zone de génie. Le jour où vous aurez trouvé votre zone de génie, vous verrez que vous êtes bon, vous êtes fort, vous êtes valable et vous pouvez faire des miracles. Nice. On te contacte où? On me contacte où? Sur mon site Ok. internet, tout simplement, ou sur LinkedIn. Je réponds en Parfait. général. On va mettre tous les liens en description. yoamokendi.com et le LinkedIn. On va mettre tous les liens en description. Peut-être petite remarque comme ça, Yoa, tu communiques pas beaucoup sur les réseaux quand même. Tu as plein de choses à partager. C'est volontaire, c'est pas ce que tu kiffes le plus, si pas besoin, ton bouche à oreille, ça te suffit. Euh, j'ai une personnalité, je suis bien, moi, chez moi, derrière mon écran, tranquille. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'efforts d'aller faire. J'ai essayé à une période, je me suis dit, allez, il faut que j'y aille sur LinkedIn. Ça m'a, ouais, non, le bouche à oreille, les gens viennent, on me recommande et du coup, ça me suffit. Je devrais certainement, mais
pour l'instant, l'effort que ça me coûte, c'est autant de temps que je ne mets pas à lire un livre qui va aider un de mes clients à réfléchir à leurs problématiques, etc. Donc, bon, là, je crois que je suis très complaisante avec moi-même. Mais peut-être que je devrais, mais bon, effectivement. Allez lui mettre la pression sur les réseaux, sur LinkedIn pour qu'elle fasse du content, pour qu'elle fasse du contenu. Parce que là, je pense que ça va être le premier, si je ne m'abuse, contenu très long qu'on va voir de toi sur les réseaux. Je pense que ça va apporter à beaucoup de personnes. Ma toute dernière question, Yoa. Ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Un débrouillard, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas face à un problème ou un obstacle et qui se dit, je vais y arriver. Je ne sais pas comment, je vais y arriver. Il y a toujours un moyen. Et avec le peu que j'ai, le peu de ressources que j'ai, je vais réussir à franchir cet obstacle. Nice. Je te remercie, Yoa. C'était vraiment un bel échange. Déjà pour Merci. ton temps, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir aussi démystifié cette activité-là. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir sur l'émission. Ça reste quand même tabou dans la communauté. Autant on va voir des médecins quand on est malade, on va voir des formateurs experts dans des métiers établis, mais c'est pas naturel pour nous dans la communauté d'aller voir des gens qui vont un petit peu agir sur l'intérieur, le pourquoi du pourquoi, le psy. Pas que tu es psychologue, mais c'est lié. Et je trouve que c'est un peu pour ceux qui investissent un peu dans l'IMO, c'est un levier. C'est un levier. Le fait de pouvoir s'appuyer sur l'intérieur pour agir à l'extérieur, c'est un gros, gros levier lorsqu'on fait du business. Et puis, je pense qu'on devrait rencontrer des personnes comme toi pour compléter ces équipes lorsqu'on entreprend. Bon, ça c'est personnel, hein. Merci à toi. Tu as raison, tu sais que tu as plusieurs obstacles, tu as des obstacles extérieurs. Tu vas aller voir, tu as un obstacle financier, tu vas aller voir un banquier, tu as un obstacle, tu n'as pas de vente, tu vas aller chercher un commercial. Et puis des fois, quand tu as mis toutes les bonnes personnes et que ça n'avance pas, ben souvent c'est que l'obstacle, il est intérieur. Et Nice. comme je te disais tout à l'heure, si tu as le courage d'aller chercher, de te l'avouer, d'aller chercher, bah, tu franchis le dernier obstacle qui t'empêchait d'atteindre l'excellence. Donc, Complètement. Yes. Allez tous sur LinkedIn, sur le site internet de Yoa et allez discuter au moins avec elle. Ça vous engage à rien. C'est 30 minutes de discussion où même si vous bossez pas ensemble, il va probablement vous donner des pistes de réflexion sur votre projet. Et merci encore à toi, Yoa. ben, merci à toi. Et puis, bah, écoute, peut-être que toi, un jour, tu auras besoin de coaching ou de conseils. Bah, tu me connais maintenant, tu as mes coordonnées. Bien sûr. Donc, peut-être à bientôt. À bientôt.